dit, je veux pas courir ce matin, pas de stress. Bon, le fait est qu'après, il faut gérer l'agenda correctement, mais du coup, non, non, ça va, c'est pas trop speed. Nickel. Ben, déjà, merci à toutes d'être là. On va recommencer les bonnes choses. On va dire ça comme ça. Parce que on avait un peu laissé le rythme des interviews d'une fois toutes les 2 semaines à quelques temps. Et puis là, on commence avec les blessures intérieures. C'est un sujet, je pense, qui va intéresser beaucoup de personnes, même si elles ne sont pas connectées maintenant. Donc, on a coutume de faire un traditionnel tour de présentation rapide. Et puis, avant d'engager par les questions-réponses, quoi. Donc, qui veut se lancer? Allez, Célia. Allez, allez. Donc bonjour à tous, donc je suis Célia Chaminade et je suis donc coach spécialisée en estime et en confiance en soi. Donc je travaille beaucoup sur justement cette thématique des blessures émotionnelles et j'aide en fait, j'accompagne les personnes à retrouver une bonne image d'elles-mêmes, à travailler sur leurs émotions aussi pour s'apaiser de manière globale dans leur vie. Voilà. Oh, Donc, bah, moi, je suis Aurore Simonet, je suis sophrologue, sophroanalyste. Je suis également praticienne en cohérence cardiaque, formée à tout ce qui est libération émotionnelle NERTI et également à l'énéagramme. Voilà. Donc, un package et donc d'autres formations bientôt, notamment en constellation familiale. good. Ça va être très riche, ça. Ça va être Constellation Ouais. intéressant. Merci. Moi, c'est Robin, cofondateur de Geash Mind. Donc, l'objectif de Geash Mind, c'est d'aider les gens à s'auto-réaliser. Donc, c'est voilà, de concrétiser des projets qui dorment en elles, des projets de changement de vie vers un meilleur équilibre, quoi. Que ce soit des projets créatifs, que ce soit des projets d'amélioration de vie de couple. Voilà. Du moment où il y a un mal-être et qu'on veut changer, il y a du travail. Ok, donc du coup, aujourd'hui, on va parler des blessures intérieures. Euh, déjà, si on peut déjà commencer par voir c'est quoi une blessure intérieure et comment est-ce que ça se forme. Donc, je vous laisse commencer. Qu'est-ce qu'une blessure? C'est bien ça? Comment Alors, il n'y a pas de définition, comme on pourrait l'entendre, des définitions du dictionnaire concernant la blessure. Alors, je vais reprendre une définition finalement que tu m'avais donnée, Célia, donc je la reprends en partie. Une définition qui dirait qu'en fait, la blessure, ça va être une séquelle, souvent inconsciente, et la plupart du temps inconsciente, qui a été imprimée dans le corps et parfois dans l'esprit. Donc là, c'est vraiment dans le cas où on a conscientisé les choses, qui est présente suite à un événement émotionnellement marquant. D'accord. Donc ça peut être un trauma, ça peut être voilà un événement marquant parce qu'il y a eu de l'émotion derrière. Et donc dans l'enfance. C'est pour ça que je mets vraiment entre guillemets l'aspect émotionnel, c'est-à-dire que dans l'enfance, en fait, tout n'est fait que par l'émotionnel. Et donc du coup dans l'enfance et qui empêche finalement un apaisement de l'être. Donc ça va être une définition un peu globale. De manière plus précise et globalement, une blessure, c'est quand je quitte quelque chose dans lequel j'étais en complétude. D'accord? Donc, c'est surtout quelque chose qui est en lien, enfin, la blessure est une rupture du lien. Et donc, notamment dans l'affect, blessure du lien de séparation. Voilà. Donc, c'est essentiellement ça. Toute blessure nous ramène à un lien qui a été brisé ou que l'enfant a cru brisé. Et donc, ça a engendré une blessure émotionnelle. Est-ce que ça vous D'accord. parle? Donc, en gros, à la base, il y a un lien où il y a l'illusion d'un lien et ensuite, dès qu'il y a séparation, il y a blessure. Dès qu'il y a brisure de ce lien, il y a blessure. Alors, oui, Oui. oui, c'est ça. Alors, Françoise Dolto disait que la première blessure, c'était la castration ombilicale. Le
fait de couper le cordon ombilical, déjà on coupait le lien, et donc pour le bébé, c'était déjà la première castration, entre parenthèses, donc du coup une première blessure. Maintenant, les blessures peuvent être plus profondes et remonter plus loin, enfin plus loin. Ça peut être des blessures qui étaient dans le cadre du milieu intra-utérin, mais on verra aussi que les blessures, souvent, ce sont vraiment des blessures qui sont inconscientes et que souvent, quand on travaille sur soi, on s'aperçoit qu'il y a des blessures. On va penser à un événement qui s'est passé dans l'enfance parce que mon frère, ma sœur, mon père, ma mère m'ont dit telle ou telle chose, et donc on va se souvenir de ça. Mais ça, quelque part, j'ai envie de dire que ce sont des blessures déguisées parce que les vraies blessures sont vraiment créées sur les stades primaires de l'enfance. Oui, et j'aimerais ajouter que, comme disait un peu Aurore, il n'y a pas besoin que ce soit un événement forcément grave, en fait, qui se soit passé, comme, je sais pas, un accident de la route, comme quelqu'un qui s'est fait agresser ou verbalement ou physiquement par un conjoint ou par quelqu'un. Ça peut être tout simplement, comme disait Aurore, une parole blessante dans son enfance qui va faire que l'enfant se sent mal aimé, alors que c'est pas forcément le cas, mais lui, avec la conscience qu'il a, il va prendre ça comme je ne suis pas assez important ou Je ne suis pas aimable. méritant pour, voilà, je ne suis pas aimable en fait pour mériter des compliments, pour mériter de la présence. Donc voilà, c'est vraiment, il faut vraiment peser le pour et le contre, parce qu'on a tendance à croire que c'est forcément quelque chose de grave ou un abandon réel. Parfois, les parents sont présents, mais c'est pas assez pour l'enfant qui lui a besoin de beaucoup plus, et il va ressentir malgré tout un manque, et ça va créer une blessure. Donc voilà, c'est important de mettre un petit peu en perspective les choses et de comprendre que la blessure, c'est pas forcément lié à un événement grave ou contre la personne, mais la personne va le prendre comme tel, en fait. Oui, là, en fait, ça dépend de la perception de la personne. Oui, c'est ça, exactement, c'est lié à la perception. Donc, ce qui est important, c'est que, en parlant de perception, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre que l'enfant n'a pas la conscience, il est dans l'éprouvé. Tout comme le bébé qui est dans le milieu intra-utérin, il n'a pas la conscience. Il n'est pas encore né, il est en all inclusive dans le ventre de maman, il a à boire entre parenthèses, et à manger. Voilà, tout vient à lui. Mais pourtant, il ressent ce qui se passe dans le ventre de maman. Si maman n'est pas bien, si maman est stressée, si maman est triste, si tout l'environnement extérieur et donc l'état émotionnel de la maman, l'enfant, le fœtus, le perçoit. Et donc de là, comme il n'y a pas la conscience, tout est dans l'éprouvé et tout vient se greffer dans le corps. D'accord? Tout comme après la naissance. Donc, il ne faut pas oublier que le premier trauma, entre parenthèses, c'est déjà la naissance. D'accord? La première blessure, c'est la naissance. C'est-à-dire que le passage, proprement dit, que ce soit un accouchement par césarienne, par voie basse ou quoi que ce soit, c'est déjà le premier trauma, la première blessure, j'ai envie de dire, de l'être. Et ensuite, on dit souvent que avant 6 ans, les enfants n'ont pas la conscience. Et c'est vrai que tout ce qui se passe, en fait, c'est dans l'éprouvé. Donc, ce qui veut dire que les blessures ça peut être des faits qui se sont déroulés, mais qui ont été perçus avec les yeux de l'enfant. Ce qui fait que nous, en tant qu'adultes, quand on a un enfant, un petit frère, une petite soeur, un cousin, une cousine, on n'a pas du tout la même perception. Quand on dit aux enfants, non mais c'est pas grave ça, c'est bon, vous gérez entre vous, c'est pas grave. Il y a peut-être quelque chose qui se joue pour l'enfant qui va venir blesser très profondément. Tout comme j'ai en tête, on en avait parlé, j'ai en tête les besoins primaires du bébé. Aujourd'hui, on est dans une société, on parle souvent, on est hyper activé, on est souvent à droite, à gauche. Et donc, les blessures que l'on peut créer en tant que parent, c'est le fait de nourrir notre enfant, que ce soit par exemple au sein ou au biberon, peu importe. Notre bébé qui a besoin, donc des besoins qui sont primaires, on va les rappeler, c'est besoin d'amour, besoin d'être nourri, besoin de sécurité. Donc, on a sur 3 besoins vraiment primaires. Ces besoins-là, s'ils ne sont pas, comment dirais-je, apportés, s'ils ne sont pas apportés correctement, ça peut créer des blessures. Je donne un exemple. Maman ou papa est en train de nourrir le bébé est au sein ou bien au biberon, etc. En attendant, donc le bébé prend et puis moi je suis en train de regarder la télé ou je suis sur mon téléphone, je ne suis pas disponible
pour mon enfant, comme le bébé est dans le ressenti et qu'il y a un aspect aussi énergétique, on peut faire une blessure. On peut créer une blessure. D'accord? Où là, il se dit, en gros, il y a la présence, j'ai mon besoin qui est assouvi, je mange, donc ça c'est OK. Par contre, j'ai pas la présence et pas la sécurité du lien, puisque mon parent n'est pas disponible à moi-même, pas disponible pour Et moi. je rebondis justement avec ce besoin de sécurité. On a tendance à penser que c'est lié forcément à une notion de danger, mais pas forcément. La sécurité, c'est aussi mettre des règles à l'enfant. Et quand il y a beaucoup de parents qui n'osent pas mettre certaines règles pour pas justement blesser forcément l'enfant, c'est pas forcément bon non plus en fait. Ça va créer aussi une blessure liée à un manque de sécurité, un manque de règles. Donc on voit que la sécurité, ça peut être à la fois le manque de présence, mais aussi le manque de règles. Parce que l'enfant, du coup, il n'a pas de cadre, il ne sait pas où aller et ça crée un peu une blessure aussi par rapport à ça. Sécurité affective. On est, enfin, là, de toute façon, ce qu'il faut bien dire, c'est que toutes les blessures sont en lien avec l'affect, sont en lien avec l'amour, le besoin d'être aimé, le besoin d'être en lien. On est tout le temps là-dedans. Donc, s'il n'y a pas de sécurité, ça passe notamment par la sécurité, pas telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui, hein, mais la sécurité affective, la sécurité du lien. Donc, je ne suis pas en sécurité dans mon lien avec papa, maman. Alors, c'est souvent les figures d'autorité, donc ça va être papa, maman, ça va être les grands frères, grandes sœurs quand il y en a, ça va être les grands-parents, les instituteurs, les institutrices. Mais quand on part de la base, c'est papa et maman. Ok. C'est pas... Du coup, fondamentalement, les blessures se forgent selon la perception de l'enfant quand il est jeune, quand il est enfant, avec son niveau j'ai envie de dire son niveau de perception, de connaissance du monde, et que pour nous, en tant qu'adultes, c'est compliqué de se le représenter forcément pour avoir tendance à valoriser certaines choses qui sont importantes pour lui, et vice-versa. Et qu'en plus de ça, finalement, toutes les blessures seraient liées à la sécurité affective, si on peut dire ça comme ça, au fait de pouvoir avoir un lien d'attachement affectif solide, quoi. Donc, ça va peut-être graviter autour de ça à chaque fois. Maintenant, quels vont être les impacts? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'enfant, du coup, de la création, voilà, mais là, c'est plus, un peu le live, c'est pour les adultes. De là, devenir adulte, c'est quoi la manifestation? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, Robin, pour reprendre, enfin, tu as repris de manière juste, mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que la blessure se crée vraiment à la toute petite enfance. Après, elles viennent se déguiser. Tout le reste, ça se déguise par la suite dans la vie, par d'autres, par des événements, d'accord? Mais la blessure du lien a été créée, j'ai envie de dire, enfin, encore une fois, hein, ça peut être dans le milieu intra-utérin, ça peut être à la naissance, ça peut être vraiment, gardons en tête cette castration ombilicale où il y a déjà coupure du lien dès le début, ou bien dans nos sociétés aujourd'hui quand on accouche, où on prend le bébé, qu'on le sépare de la mère, un bébé qui est mis sous couveuse, un bébé, enfin, tout ça. Ça crée de la séparation. Donc ça, c'est vraiment souvenir que la blessure de base, la blessure originelle, la contact, elle est vraiment créée de manière très tôt, très tôt, et que par la suite, on va venir réactualiser, d'accord? Donc jusqu'à 6 ans, on va recréer d'autres blessures, et puis par la suite, dans la vie, eh ben, on va venir vraiment déguiser cette blessure originelle avec les choses du quotidien. Je suis rejetée, je suis trahie, je suis abandonnée, et ainsi de suite, quoi. Toutes les blessures qu'on peut connaître aujourd'hui sur lesquelles on peut mettre des mots de manière plus consciente. Oui. Après, j'ai un exemple, moi, par exemple, de client où ça arrivait un peu plus tard dans l'adolescence, où il a été critiqué beaucoup à l'école, il a été un peu humilié aussi par ses camarades. Donc, on voit que voilà, c'est vrai que souvent, c'est dans la toute petite enfance, mais ça peut être parfois plus tard dans certains cas. Et ça va créer de la même manière une blessure d'humiliation ou de rejet si la personne a été rejetée au collège ou d'autres endroits. Donc, on voit voilà, que ça peut s'étaler sur une vie, en fait. On peut soit réactiver des blessures qu'on a eues dans l'enfance, soit en développer, entre guillemets, de nouvelles durant toute sa vie selon les événements qui arrivent. Et donc, pour revenir sur la notion d'impact, ça va être beaucoup une conséquence sur les pensées déjà. Des personnes qui vivent ces blessures-là en tant qu'adultes, forcément, ça va être greffé, comme on a dit, ça va être imprimé dans le corps. Donc, que ce soit conscient ou inconscient, on va développer un certain type de pensée quand on a eu une blessure, que ce soit d'abandon, de trahison, d'injustice.
on va croire souvent derrière en tant qu'adulte ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on n'est pas forcément aimable, qu'on mérite pas d'être heureux et comment dire, qu'on mérite parfois même de pas avoir de chance de rencontrer un certain type de personne. Donc souvent ça va créer donc des pensées plutôt négatives sur soi, qui vont entraîner d'ailleurs un manque d'estime de soi, hein, c'est-à-dire une mauvaise image de soi, euh, une non-confiance en soi, en ses capacités de réussir certaines choses ou pas. Et donc des comportements derrière. Alors des comportements, ça peut être aller dans des relations toxiques, justement, aller vers un type de personnes qui vont inconsciemment réactiver en fait ces blessures. Ça, c'est très important de le dire, on s'en rend pas compte, mais tout ça, c'est dans l'inconscient. Mais quand on a justement vécu de l'abandon, de la trahison, de l'injustice, inconsciemment, notre corps va chercher à réactiver ces blessures. Pourquoi? Alors ça peut paraître paradoxal, mais c'est pour un peu nous conforter inconsciemment dans ce qu'on croit. C'est-à-dire que, par exemple, on a été abandonné à la naissance, ça va rester dans l'inconscient du bébé, et en tant qu'adulte, il va aller inconsciemment vers des personnes qui vont l'abandonner pour se confirmer, parce que le cerveau aime se conforter dans ce qu'il croit. Et du coup, on va se dire, OK, je mérite en fait. On va vibrer énergétiquement dans sa tête, même si on n'en a pas conscience, le fait qu'on mérite d'être abandonné ou de ne pas être aimé. Et du coup, on va aller vers des personnes qui vont venir réactiver ça, qui vont nous trahir, qui vont nous abandonner, qui vont mal nous parler, qui vont nous humilier, Bien etc. rejouer. Ouais, Voilà. on vient vraiment rejouer en fait. Déjà avant toute chose, comment s'apercevoir qu'on a une blessure, c'est quand on a des choses qui nous touchent de manière globale. Une parole, une situation, etc. À partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui nous touche, qui nous impacte, on sait qu'il y a une blessure qui a été créée bien avant, d'accord? Souvent, on ne comprend pas trop pourquoi. Il y a des choses, ou même dans les émotions, à partir du moment où il y a quelque chose qui va venir nous stimuler, nous mettre en colère, nous attrister, voilà, nous dégoûter, etc., on sait naturellement que derrière, il y a une blessure qui est là. D'accord? Alors après, soit on vient un peu tirer sur le truc, et derrière chaque blessure, il y a quoi? Il y a des croyances, comme tu le disais, Célia, c'est-à-dire que l'enfant qui a été blessé, alors la croyance de base, c'est en gros, je ne mérite pas, je ne suis pas aimable, avec toujours une notion de culpabilité. Derrière, il y a tout le temps, tout le temps. Honte, culpabilité, c'est des émotions qu'on retrouve tout le temps derrière chaque blessure, tout le temps ou vraiment pratiquement, mais voilà, presque à coup sûr. Et donc les croyances, c'est important parce que quand on travaille, enfin, moi je le vois en sophranalyse, quand on travaille en fait les blessures, on commence à tirer un peu sur le fil et à les décortiquer un petit peu le truc, bah, les gens prennent justement conscience que ah ouais, en fait, depuis que je suis toute petite, je crois que ça. Et c'est cette croyance-là qui fait qu'en fait, ils vont répercuter dans leur vie du quotidien des modes de fonctionnement. Et derrière ça, c'est lié aussi comment dirais-je, à un mécanisme de défense, en fait. C'est ce qu'on appelle l'effet élastique. À chaque fois, en fait, on répète les mêmes choses, tac, 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 tac. C'est des tendances actualisantes, en fait. Donc, on actualise, on actualise, on actualise. Et donc, du coup, ça vient conforter, en effet, comme tu le disais, notre mode de pensée. Ça vient conforter le fait que, bah, par exemple, moi, je suis pas faite pour travailler en entreprise. Ça vient conforter le fait que, de toute façon, moi, globalement, si j'aime un homme, il va pas m'aimer, et vice-versa, et tout ça, en fait, voilà. Et on se raconte tout le temps la même Il y a plein histoire. d'exemples. On se raconte. Il y a plein d'exemples, effectivement. Ouais, tout à fait. Comme au travail, par exemple, un collègue va pas nous proposer telle sortie, tel déjeuner. Tout de suite, on va se sentir rejeté parce que peut-être que dans son enfance, on a beaucoup vécu le rejet et tout de suite, ça va réactiver ça, par Ou exemple. le collègue qui arrive, qui ne nous dit pas bonjour. Qu'est-ce que je lui ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, C'est ça. peut-être Tout qu'en de suite, fait, on va il a eu une mauvaise sentir ça. nouvelle. Et donc, derrière ça, encore une fois, on réactive quelque chose. Donc, ça passe par la Ouais. blessure, par exemple, par le rejet, par l'abandon, par l'humiliation, mais il y a autre chose de plus profond derrière ça. En fait, ce que je comprends de ce que vous dites depuis, c'est qu'il y a une notion d'intensité. C'est-à-dire que si quelque chose qui normalement devrait être normal ou benign, maxime
et me met dans un niveau d'intensité en termes d'émotion, c'est qu'il y a quelque chose. Oui. Euh, C'est ça. c'est qu'il y a quelque chose. On voit la vie à travers, on voit la vie à travers nos blessures, en fait. C'est comme s'il y avait des filtres et on a une réalité. Par exemple, comme on disait, on ne propose pas telle chose. Ça peut être tout à fait anodin et pas lié du tout à la personne. Mais nous, on va le voir avec des filtres du rejet, de la trahison. À ce qui fait ça, ce qu'il fait là, c'est de la trahison. Ce qu'il fait, c'est du rejet. Il m'aime pas, etc. Alors que la réalité est tout autre, en fait. Au-delà de ça, je crois que ce qu'il faut se dire, c'est que la vie est un jeu de miroir. La vie est un jeu de miroir, c'est-à-dire que tout ce que je vais pouvoir quelque part montrer du doigt chez Pierre, Paul, Jacques, à partir du moment où je montre quelqu'un du doigt, que ce soit dans ses qualités, dans ses défauts, tiens, elle, oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle, ah, qu'est-ce que, d'accord, lui, j'en sais rien, il est con. Elle, oh, t'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu ce qu'elle a dit. À partir du moment où on pointe, et ça je l'avais déjà souligné au bain, à partir du moment où on pointe quelqu'un du doigt, on a 3 autres doigts qui sont tournés vers nous. D'accord? Ouais, tout Et à donc, fait. ça ne parle que de nous. Et à partir du moment où on est en train de remarquer quelque chose chez quelqu'un, qui nous convienne ou pas, c'est un aspect de notre personnalité qu'on a refoulé. Si on l'a refoulé, c'est parce qu'on s'en est séparé, parce que c'était souffrant. D'accord? Donc, derrière ça, très souvent, il y a une blessure aussi. D'accord? Vraiment garder en tête que notre inconscient, il est juste génial, donc notre ego est juste génial, et qu'il a pour but finalement de nous protéger et que du coup il nous envoie des signaux différemment. Mais à partir du moment où on est en réaction par une personne qui va nous mettre en colère, qui va nous agacer parce qu'elle a tel comportement, telle parole, etc. À partir du moment où on est là-dedans, on sait qu'il y a quelque chose qui vient nous activer. On est sur de la projection, on est sur du transfert, donc il y a des choses qui se jouent. Et ce n'est que ça, d'ailleurs, tout le long de notre vie. Et donc le but, Oui, tout c'est à fait. de venir désactiver pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, parce qu'il y en a qui vivent très bien comme ça, et c'est OK. Le but, c'est de venir désactiver, en tout cas, toutes ces blessures, de manière à être de moins en moins en réaction, ou bien à les repérer de plus en plus, et donc du coup, à venir, j'en ai assouplir ces blessures. Et en fait, c'est notre mode de survie qui est activé à 10 000 % et du coup, c'est pas agréable parce qu'on est tout le temps dans la peur, dans le stress, dans l'anxiété, que l'autre nous abandonne, que l'autre nous rejette, qu'on nous fasse du mal, qu'on nous trahisse, etc. Donc c'est déjà d'en prendre conscience. On va y revenir dans les solutions, mais déjà avoir conscience de ça, c'est la première étape. Pareil, derrière les blessures, il y a naturellement des peurs qui se créent. D'accord? Nos modes de fonctionnement sont souvent régis par des peurs. Il y a des angoisses derrière nos blessures. D'accord? On le verra tout à l'heure. Mais que ce soit dans une blessure, je vais pas développer tout de suite, mais derrière chaque blessure, il y a une angoisse derrière tout ça et l'angoisse est de toute façon pareil toujours est toujours à la base liée au lien d'amour. En fait, l'angoisse, ça va être en surface le premier élément qu'on peut voir, qu'on peut détecter. On va dire, voilà, j'ai peur que, je sais pas, j'assume, j'ai peur que peut-être mes collègues pensent que je suis incompétent. Et peut-être ça, c'est ce que je vois. Mais si on creuse, c'est peut-être parce qu'à l'école, mes profs m'ont dit que j'étais nul et que voilà, mon passage scolaire ne s'est pas bien passé. Du coup, j'ai ancré une blessure à ce moment donné-là. Mais au moment où moi, je constate qu'il y a quelque chose, c'est simplement par la peur, par exemple, de quelque chose. C'est ce qui se voit en surface. Oui, oui. Entre autres, après, ça se manifeste parce que la peur, c'est une émotion, mais déjà repérer à chaque fois nos émotions, repérer toutes nos émotions, et derrière ça, en fait, on sait qu'il y a de l'angoisse. Alors bien évidemment, l'angoisse, ça représente la peur, et c'est quelque chose de non palpable, à la différence du stress, c'est pareil. Parce que nos blessures peuvent aussi s'activer par le stress. Mais ce qui est important de repérer, c'est surtout les angoisses. C'est tout ce qui est non palpable. D'accord? J'ai peur d'être en retard, j'ai peur de... Donc ça, souvent, c'est pareil, on peut le relier très souvent à la naissance, à la notion de temps, etc. Enfin voilà, tout est toujours relié en fait.
Et tout ça, le point global, je réinsiste dessus parce que c'est très important. En fait, c'est vraiment le manque de confiance et d'estime de soi-même qui est créé par toutes ces blessures. Et c'est ce manque de confiance et d'estime qui va créer tout un tas de choses derrière, des peurs, des pensées, des comportements, et qui va entraîner en fait comme L'effet comment boule de dire, neige. un cercle vicieux. Voilà, c'est ça, comme un effet boule de neige en fait. Mais ça part de là. Et déjà, c'est important de faire prendre conscience aux personnes que déjà, elles pensent pas du bien d'elles-mêmes, qu'elles voient pas leur valeur. Et tout vient de là. Parce que si tu vois ta valeur, tu vas vouloir changer les choses, tu vas vouloir t'éloigner de certaines personnes, tu vas vouloir donner du sens à ta vie, tu vas vouloir un peu reprendre les rênes de ta vie. Tu vas pas te laisser couler dans tes peurs, même si c'est pas facile, hein, attention. Parce qu'encore une fois, c'est des stratégies de survie, tout ça. Donc, il faut déjà prendre conscience qu'on a ces stratégies de survie, ces mécanismes de défense, et après se dire, OK, qu'est-ce que je veux en fait? Est-ce que je veux rester un peu victime entre guillemets, de ma vie, de ce qui m'est arrivé, ou est-ce que je veux au contraire prendre le contre-pied pour changer les choses et me dire que je mérite en fait peut-être plus que ce que je crois. D'accord, oui, ok. Du coup, là, on a transité un peu vers les solutions déjà. Ok, je vais peut-être laisser Aurore. Oui, non, non, moi je dis qu'en fait, alors un petit peu différemment finalement, Célia, euh, pour moi, c'est déjà se rendre compte de tout ce qui nous active, tout ce qui nous met en réaction, Mm. tout ce qui se répète. D'accord. Globalement, enfin après c'est surtout par des exemples hein, qu'on peut l'expliquer, mais voilà tout ce qui nous active, tout ce qui se répète. Et qu'est-ce que je crois derrière quand je fais ça? Quand j'en sais rien, quand telle personne m'abandonne, qu'est-ce que je crois? Quand je suis rejetée par tel groupe, qu'est-ce que je crois de moi à ce moment-là? Et quand je crois ça, et à qui je ressemble aussi. Donc, c'est vraiment toutes les croyances qu'il y a derrière. C'est parce que bien évidemment, au moment, tu parlais d'estime de soi, mais à mon sens, au moment où, enfin, parler d'estime de soi, enfin, ce qui remonte avant ça, c'est les croyances. Parce que Mm. derrière l'estime Oui, de oui, soi, il y a tout les à fait. croyances. Donc pour moi, Oui, avant oui. toute chose, c'est vraiment de repérer vraiment les mécanismes qui se mettent en place, nos hyperactivations, d'accord, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient physiques, et toujours revenir dans le corps. Gardons vraiment en tête que nos blessures, elles sont gravées dans le corps. La tête va dire non, non, ça va, tout va bien. Non, non, tout va bien. Comme le burn-out. Pour arriver au burn-out, c'est que la tête a dit pendant je ne sais combien de temps, oui, non, non, tout va bien, tout va bien. Mais derrière ça, pour à chaque fois aller jusqu'au burn-out, toujours repousser les limites, c'est qu'il y a des croyances qui vont me mener au burn-out. D'accord? La tête ne l'a pas pris en compte. Par contre, le corps, ça fait déjà un moment qu'il nous parle, qu'on ressent de la fatigue, qu'on ressent du stress, qu'on ressent beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est déjà repérer ce qui se passe dans le corps, repérer mon activation, repérer mon stress, et derrière, je remonte. Ce qui fait que je suis plus obligée de me taper 2, 3 burn-out, mais que quand j'en ai fait un, eh ben, ça me sert de leçon et que je peux derrière venir travailler. Qu'est-ce qui m'a activé? Pourquoi? Et pourquoi je vais toujours au bout des choses? Par exemple, là, c'est un exemple comme un autre, hein, mais, et donc derrière ça, hop, on démonte, tac, 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 et on revient chercher le fil. Oui, en fait, je pense qu'il faut observer sur les deux niveaux, sur à la fois le corps, effectivement, les sensations. Après, il y en a qui ont du mal justement à écouter ces sensations. Donc, c'est justement un peu un Mode challenge de venir défensif. écouter son corps. Mm. Voilà, et de se poser avec soi-même et de se dire, OK, comment je me sens, là, faire un peu un scan corporel de haut en bas. Qu'est-ce que je ressens? Où est-ce que ça me titille? Où est-ce que j'ai mal, etc. Et puis, en même temps, essayer d'observer ses pensées aussi dans telle situation, justement, bah, au travail, chez soi, avec son conjoint. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter là en ce moment? Là, mon conjoint est sur son téléphone, je suis en train de me dire que je suis pas importante à ses yeux, qu'il m'aime pas assez. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est moi qui suis en train de me raconter une histoire? Ah, Donc ça, c'est les vraiment histoires observer. qu'on se raconte, Voilà. c'est fantastique. Ça, on est Enfin, très ouais, c'est fantastique. On se raconte tellement d'histoires, tellement de choses passionnantes. Et c'est important aussi dans ces histoires, je fais une petite aparté, mais c'est important de se dire que le mental ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. D'accord? Et que donc, du coup, quand on commence à se raconter des histoires et à partir dans des délires, ça se répercute aussi sur le corps. D'accord? Donc ça, c'est oui, important de s'en oui, apercevoir aussi. c'est important. Mm. Euh, J'avais une question, c'est, vous avez beaucoup insisté sur le fait de travailler sur les croyances, voilà, de partir, qu'est-ce qui m'active,
qu'est-ce que je pense, à quoi est-ce que ça fait référence. Voilà, par exemple, pourquoi est-ce que je veux toujours aller jusqu'au bout des choses. Et en fait, je me demandais, en prenant les choses plutôt par le bas, c'est-à-dire si je soupçonne déjà que quelqu'un a telle blessure, et si je ne veux pas lui faire revivre le challenge d'affronter ses croyances, parce que ça peut-être ça lui renvoie une mauvaise image, est-ce qu'on peut travailler sur les blessures sans travailler sur les croyances? Alors, moi, j'ai une question qui me vient tout de suite. Aubin, du coup, je réponds à ta question par une question. Pourquoi tu n'as pas envie d'aller faire revivre la blessure à la personne? Euh, je ne veux pas, ce n'est pas la blessure que je veux empêcher, c'est plutôt les croyances, parce que les croyances, évidemment, ça a un impact direct. Je prends un exemple. Si tu as quelqu'un qui est rejeté, généralement, si tu arrives à détecter ça sur ce contexte-là et que tu lui fais travailler ses croyances, peut-être elle peut le prendre mal. Elle peut le prendre mal. Alors que si peut-être j'arrive directement à lui donner une technique qui va améliorer son amour d'elle-même, sans forcément passer par la case d'interpréter ou de chercher à zoomer sur les croyances, ce qu'il y a Il y a derrière. plein, j'entends. Il y a plein de techniques différentes aujourd'hui, en fait, hein. Clairement, il y a plein de techniques différentes. C'est pour ça que d'ailleurs que le monde du bien-être, entre parenthèses, se développe, hein. Tu peux venir travailler dans l'inconscient, tes croyances. Tu peux travailler, par exemple, par l'hypnose. Tu peux travailler par la kinésio. Tu peux travailler, en fait, il y a plein de techniques qui vont permettre comment dirais-je? Alors, je ne sais pas si c'est de soigner, mais peut-être d'assouplir tout ça. Je vais donner un exemple plus concret. Tu vois. On a eu un cas, une fille qui arrive et en fait, elle explique, et bon, c'était un projet de change de reconversion. Et en fait, euh, quand elle parlait, il y avait beaucoup de problèmes de légitimité et tout ça, mais ce qui est très ressorti, c'est qu'il y avait de la colère vis-à-vis du père, des parents et tout. Donc, on avait deux possibilités. On pouvait dire qu'on zoome là-dessus, mais le truc qu'on a fait, c'est plutôt de l'envoyer chez une collègue sophrologue d'ailleurs, hypnose, qui a plutôt travaillé sur son anxiété, tout ce qui est enfant intérieur et tout, pour déjà enlever toutes les racines de l'anxiété qui traînent et tout. Et quand elle est revenue, en fait, la blessure, tout ce qui était lié à l'instant avait diminué. Et du coup, c'est comme si elle avait repris naturellement confiance en elle, l'estime d'elle-même a augmenté, sans qu'elle ait à travailler sur le fait de zoomer sur ses croyances. Tu vois, donc, en travaillant sur l'aspect, c'est un peu comme si on travaille sur la base pour déraciner d'abord les trucs. C'est un peu à ça que je fais référence quand je parle de travailler sur la blessure sans zoomer sur les croyances. Je pense que ça, ouais. Je pense que ça dépend des personnes, des besoins. Quand il y a des gros traumas, voilà, il faut un suivi particulier. Il y en a qui ont besoin de plus de parler, de vider leur sac, sans forcément revenir à chaque fois sans forcément travailler sur les croyances. Il y en a, au contraire, ils ont beau faire de la sophrologie, apaiser leurs émotions, faire du sport, etc. Oui, ça apaise sur le court terme, mais sur le long terme, si tu as des pensées parasites que tu as depuis l'enfance, ça fait 30 ans que tu te racontes que t'es pas aimable, alors tu peux faire tout ce que tu veux, apaiser tes émotions, faire du yoga, mais si tu te racontes des choses dans ta tête, ça va pas changer en fait. C'est pour ça que pour moi, c'est fondamental de travailler sur les pensées, parce que les pensées, elles entraînent les émotions et ça entraîne les comportements et ça entraîne les résultats. Donc, si tu travailles pas sur les pensées, sur ce que tu penses de toi, sur ce que tu penses des autres, bah, forcément, ta réalité va Moi, être je dirais les pensées. Alors, pour le coup, je suis plus ou moins d'accord là-dessus. Pour moi, en fait, tant que tu rentres pas dans le corporel, tu gères pas les choses. Parce que les pensées, je dis toujours le mental, il va te raconter ce que tu as envie. Tu vas pouvoir faire des cercles, oui, je pardonne mes parents, faire n'importe quoi. Ouais, c'est très bien. C'est beau dans la pensée, c'est beau dans le mental. Par contre, la moindre petit truc, bam, ça te ressaute. Tu as le palpitant qui est comme ça, tu es comme ça parce qu'on t'a fait une réflexion, parce que tu as vu telle ou telle chose. Pour le coup, dans l'expérimentation, et si on passe pas par le corporel, parce que les mémoires, elles sont dans le corporel. Toutes nos mémoires, en fait, et toutes nos blessures, n'oublions pas, c'est qu'elles ont été à la base engendrées à la petite enfance. Et l'enfant, il n'est pas là-dedans. Non, l'enfant, il n'est pas là-dedans. Il est dans le corporel et tout est venu, c'est de l'éprouver.
Donc, si on ne vient pas retravailler sur l'éprouvé, sur ce qui se passe physiquement, corporellement, notre mental, il peut nous raconter toutes les belles salades qu'il a envie de nous raconter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous raconte depuis la petite enfance, en nous disant je suis nul, je suis nul, je suis nul, ou je suis génial, je suis génial, je suis génial. Avoir un excès d'ego ou bien avoir ou bien avoir un super super avis sur soi, ou bien à l'inverse avoir un très gros manque d'estime. Tout ça, c'est le mental, et c'est pour ça que alors après voilà, ça ne reste comme je dis que mon avis, mais à mon sens, travailler à l'échelle du mental, c'est bien. C'est déjà une bonne chose de travailler son mental, de travailler la pensée positive, de travailler avec plein d'outils, mais c'est pas suffisant. Ouais, non, je suis d'accord. J'aimerais rebondir justement parce que c'est intéressant ce débat mental, corps. Justement, dans le coaching, moi, avec mes clientes, justement, je travaille sur les deux. Alors moi, quand j'entends penser, justement, alors c'est pour ça que moi, je le vois d'un autre point de vue. Les pensées, effectivement, il y a les pensées du mental, ce qu'on disait, ce qu'on se raconte par rapport à tout ce qu'on a vécu, etc., notre conditionnement. Et il y a la pensée, moi, je la raccroche justement au cœur. C'est-à-dire que quand je travaille sur les croyances avec mes clientes, je leur dis pas juste, OK, qu'est-ce que vous méritez, comment vous vous percevez avec le mental. Je leur demande de se raccrocher au cœur. Et pour ça, on fait tout un travail justement, que ce soit avec de la méditation, avec de la respiration, pour qu'elles se reconnectent à leur cœur. Et que du coup, elles développent de nouvelles croyances, de nouvelles pensées, mais qui soient connectées à leur cœur et pas avec leur mental, de se dire, oui, OK, je mérite d'être heureuse. Non, c'est vraiment dans ton cœur. Est-ce que tu ressens que tu mérites d'être heureuse? Donc, en fait, c'est ça. C'est comment on voit la pensée. Effectivement, il y a la pensée liée au mental et il y a la pensée qu'on développe par rapport au cœur, par rapport au ressenti, effectivement. Excuse-moi, Aurore, c'est qui Non, j'ai toujours, en fait, le travail pour moi, c'est tête cœur-corps, en fait. Faut pas oublier, en fait, cet alignement, et voilà, on est aligné, on a un centre. Et à partir du moment où on s'aligne là-dessus et où on travaille tous les aspects, c'est là où ça bouge vraiment. Il y a la notion d'équilibre, en fait. La notion d'équilibre, tu as dit un truc qui était important, Rose, tu as parlé du corps de mémoire, finalement, qui faisait référence au fait que c'est un peu comme l'outil de check-up. Un peu quand on vient par la température, tu peux dire, OK, je vais bien, mais quand on vient par la température, on voit que tu vas pas bien. Et le corps, en fait, lui, te donne la vraie température. Et après, les mots du corps, comme je dis toujours, la maladie, si on le prend, c'est la maladie, c'est le maladie. On est rarement. Alors après, il y a des gens qui ont du mal ça à l'entendre, mais moi je le vois, je le vérifie en fait en cabinet, j'ai envie de dire presque au quotidien. Quand il y a des maux physiques, quand on va creuser, on sait que derrière il y a des maux mentaux. D'accord? Et que souvent il y a des blessures. Aujourd'hui, on arrive, même scientifiquement par des études, et à montrer qu'il y a quand même un lien sur les maladies type cancer, etc., avec le mental et avec des blessures. D'accord? Tout n'est pas que par hasard ou quoi que ce soit. D'accord? Il y a tout notre mode de fonctionnement actuel, clairement, mais le lien entre le corps et la psyché, ne jamais le négliger. Tout est lié. Et donc là, quand on parle des mots du corps, pour moi, j'ai toujours la maladie, c'est le maladie. Ça vient nous montrer quelque chose sur nous, tout le temps. Oui, on appelle ça le corps de souffrance d'ailleurs. Donc le lien avec le corps, ce qu'on a à l'intérieur, on appelle ça le corps de souffrance parce qu'il y a une partie en nous, même si elle n'est pas visible, qui est en souffrance. Donc c'est effectivement, le corps est un bon indicateur, oui, pour voir ce qui fonctionne pas, ce qui y a à ajuster. Ce que je voulais dire, c'était dire que finalement, ça dépend des gens qui sont en face de nous. Et il y a des gens pour qui la porte d'entrée, le mental est tellement gros qu'on ne peut pas le négliger. Il y a des gens, et du coup, il faut atténuer quelque chose. Il y a des gens pour qui le corps va être un bon outil. Il y a des gens qui naturellement perçoivent de cœur. Donc, peu importe, du coup, selon la personne, la porte d'entrée va être la plus adaptée, quoi. C'est ça qu'on recherche, en fait, parce que il y en a plusieurs, mais l'outil, en tout cas, la finalité est tout la même. C'est d'aller, entre guillemets, enlever le film qui a été, entre guillemets, le mauvais film qui a été joué tellement longtemps que c'est devenu comme une vérité alors que ça n'en est pas une, quoi. Moi, en cabinet, tu vois, par exemple, quand j'ai des profils mentaux, donc j'arrive à les détecter souvent, mais je passe beaucoup par l'explication.
pour pouvoir les sécuriser, pour qu'ils aient de l'information, pour nourrir un petit peu j'ai envie de dire, le petit singe là-haut. Je le passe, je leur explique pourquoi on va faire tel exercice, pourquoi on fait ça, quel est ce que ça va apporter physiologiquement parlant, ce que ça va apporter, d'accord? J'ai des personnes qui viennent me voir qui me disent non, non, bah, moi en fait je me sens stressée, mais dans mon corps tout va bien, ok. Et en fait on va faire une relaxation, deux relaxations. Alors là je parle de la sophro, hein, je parle pas en sophroanalyse, mais en sophrologie. Et là ils me disent ah ouais en fait j'ai ressenti des choses dans mon corps, je me rends compte que c'était vraiment hyper endolori. Mais en fait ils sont tellement éloignés du corps qui se rendent pas compte, d'accord? Comme quand je leur fais prendre la météo intérieure, qui me disent non, non, bah aujourd'hui je suis joyeux, tout va bien, etc. Puis qu'on fait 3-4 respirations, qui me disent ouais, en fait c'est méga la tempête à l'intérieur, ça va pas du tout, en fait, j'ai envie de pleurer, je suis pas bien. Mais tout ça, c'est des choses qui sont enfouies. Et le fait est que c'est en écoutant leur corps qu'ils sont vraiment en capacité de dire comment ça va. C'est pas en écoutant la tête. Ok, ok. Là, on était déjà sur les solutions, finalement. Non, parce qu'il y a des solutions, il y en a plein d'autres, hein. Là, on n'était pas encore sur les solutions. Ma question, c'est est-ce que là, on a vu entre guillemets quelques approches, voilà, c'est le terme, quelques approches de solutions. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir sur les types de blessures qu'on peut rencontrer? On en a déjà un peu mentionné certaines, mais au moins pour figer les choses dans l'esprit des gens qui écoutent. Ouais. Alors, quels sont les types de blessures, voilà, classiques? Pour revenir sur les blessures, en fait, alors moi les blessures, enfin c'est les blessures qu'on connaît, hein, dont on entend souvent parler, rejet, humiliation, abandon, trahison, injustice, etc. Donc ça, ce sont les blessures dont on entend souvent parler. Moi, je veux juste préciser que ces blessures, et ce que je disais tout à l'heure, vraiment au début, ce sont les déguisements des blessures d'enfance. D'accord? Pour moi, ce sont vraiment des déguisements des blessures qui ont été créées à la base et qui après vont se développer et être identifiées comme des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice, etc. D'accord? Donc, est-ce que tu veux qu'on développe sur les blessures, un peu sur toutes ces blessures et comment elles ont pu, comment elles peuvent se présenter? L'idée, c'est vraiment de donner un spectre simple des types de blessures, de comment est-ce qu'elles se manifestent et qu'est-ce qu'on utilise comme mécanisme de protection pour que ce soit simple pour celui qui écoute de pouvoir rapidement se faire une idée en fait. Je sais que quand on préparait l'interview, on a pris l'option de choisir le modèle de Lise Bourbeau qui n'est peut-être pas très détaillé ou bien très réducteur, mais Ouais, mais qui, ça apporte, voilà, qui ça a quand même apporte une bonne rythme. visibilité en fait. Dire que le but c'est que ce soit quand même accessible pour tout le monde. Et en effet, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, c'est finalement assez accessible à tous. Donc ouais, sur ces 5 blessures, donc c'est celle que je viens de citer. Donc il y a le rejet avec derrière donc un mécanisme qui est la fuite. D'accord. Alors la blessure de rejet, rapidement pour donner un exemple. Alors moi j'aime bien les exemples qui peuvent être parlants et qui sont finalement très en lien avec la petite enfance. La blessure de rejet, elle peut être créée par exemple au moment de la déclaration de la grossesse. C'est-à-dire que j'apprends à mon conjoint, à mon mari que je suis enceinte et là c'est un non ferme et définitif. Moi je veux pas d'enfant. Enfant accident, moi je veux pas d'enfant. La maman éprouve, la maman ressent, le fœtus ressent. Le fœtus et là, il peut déjà y avoir une première blessure. Donc là, je suis déjà non désirée, rejetée par papa. D'accord? Un exemple. Cette blessure, elle va pouvoir se rejouer après la naissance. Pareil, dans l'enfance, où je suis en train de jouer avec mes petits camarades et puis ils jouent tous ensemble, j'en sais rien, ils jouent à la famille et puis en fait, moi, j'ai pas ma place dans la famille et puis en fait, moi, je suis le chien. Bam, je me sens de nouveau rejetée. D'accord. Et puis, au travail, j'arrive et puis les collègues, ils sont en train de parler et au moment où je me tais,
au moment où j'arrive, tout le monde se tait et il ferme la porte du bureau. Bam, je me sens rejetée et en plus, je vais venir rejouer autre chose puisque, enfin, il y a le rejet, mais en plus, mon mental, il va s'activer et ouais, ils sont en train de parler sur moi, etc. Donc, c'est ça, en fait, toutes ces tendances actualisantes. On va tout le temps, d'une blessure de base, venir rejouer les mêmes choses. Donc là, c'est un exemple, par exemple, de la blessure de rejet. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Célia, par rapport à ça. Non, pour le rejet, non, c'est ça. Et du coup, on va développer derrière un peu un mécanisme de défense de fuite en général. C'est-à-dire que on a tellement peur d'être rejeté que souvent on va se mettre un peu de côté, on va être dans la fuite un petit peu des autres. Donc ça peut être dans les relations, on va pas oser trop aller vers l'autre. On va être vraiment dès qu'il y a une dispute. Moi j'ai une cliente par exemple, c'est ça. Son conjoint, tout de suite dès qu'il y a une dispute, il va fuir en fait. Et elle qui a en plus la blessure d'abandon, on va le voir juste après, c'est l'inverse. Elle va être en demande d'affection, de valorisation constante pour combler un peu le vide. Donc du coup ça s'entrechoque parce que lui est dans la fuite et elle qui a la blessure d'abandon, donc parce que sa mère, elle n'a pas été présente émotionnellement, c'est-à-dire que elle ne la défendait pas, elle la critiquait beaucoup. Son père, lui, l'a abandonnée physiquement, donc on voit que la blessure d'abandon, ça peut être un abandon physique ou émotionnel, un manque de présence. Donc elle a eu voilà ces deux abandons physiques et émotionnels et du coup derrière elle a été dans la dépendance affective, donc à chercher toujours la valorisation, de voir sa valeur chez l'autre, de la présence absolument, etc. Et du coup voilà, on voit que là ça s'entrechoque parce que bah voilà, les fuites, masque de fuite et dépendance affective avec un besoin d'être avec l'autre, etc. Donc là on voit vraiment les deux masques différents. Fais le lien dans ce que tu viens de dire, alors ça m'a fait rire parce que je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, où en fait la vie est entre parenthèses suffisamment bien faite pour tout le temps nous faire rejouer les choses en disant que l'autre est un miroir. Là, dans ce que tu évoques, il y en a un qui a la blessure de rejet, donc dans le couple, il va fuir, d'accord, et puis il y a l'autre qui en fait a été abandonné, donc ils viennent rejouer les deux leurs blessures constamment dans leur mécanisme. Et tant que c'est pas identifié et tant que ça n'a pas été quelque part travaillé, ils vont rejouer ça. Et c'est ce qu'on voit souvent dans le couple. Le couple est un formidable outil de travail personnel parce que on rejoue sans arrêt. D'accord. Tout comme les enfants. Les enfants, je dis toujours, enfin, on peut avoir bossé sur nous. Les enfants, c'est le seul truc. Je pousse quoi, parce que globalement, ils mettent tout le temps les pieds dans le plat. Ils viennent toujours appuyer. Là, ok, bon, c'est pas encore ok. Je vais repasser à la moulinette parce que clairement, ce sujet-là, il est pas terminé de bosser quoi. Et donc là, du coup, c'est intéressant parce que tu mets vraiment en lien. Et la blessure donc de rejet et la blessure d'abandon et ce qui se passe dans le quotidien, les miroirs qu'on fait sans arrêt, les jeux psychologiques qu'on met tout le temps en place. Et pour revenir à l'abandon, alors moi je vais donner un exemple encore une fois qui est lié à la petite enfance, mais l'abandon c'est parfois encore une fois quelque chose de basique. L'abandon c'est on coupe le cordon ombilical, on embarque l'enfant parce qu'il faut le peser, machin, etc., dans nos sociétés occidentales, encore une fois. Et puis le bébé, ou bien le bébé est né très vite et le bébé est mis dans une couveuse. Et là, il n'y a plus le lien avec maman. Alors que la chose dont il a besoin, le bébé, c'est d'être en lien avec maman. D'accord? Alors encore une fois, derrière ça, dans ce que je dis, il n'y a pas d'inculpation. Hein. J'inculpe pas que ce soit le milieu médical ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. C'est que de nos manières de faire, on amène. On peut en tout cas amener, parce qu'encore une fois, d'un individu à un autre, c'est pas la même chose. Un bébé qui va être mis sous couveuse, mais avec papa et maman qui sont là, qui sont à côté, qui le touchent, dans lesquels il y a le lien, et le bébé à côté qui est sous couveuse, mais qu'on regarde, ou bien, j'en sais rien, si c'est un bébé qui est né par césarienne où la maman ne peut pas, par exemple, se déplacer ou quoi que ce soit, et pour qui c'est plus difficile, voilà. Et encore une fois, derrière ça, c'est pas forcément volontaire, d'accord? Et c'est ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que toutes les blessures qui sont créées, souvent, elles sont bien involontaires par les parents. On fait toujours du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et avec ce qu'on est. Et ça, c'est important aussi de le souligner parce que derrière, quand on travaille sur soi, on se rend compte, il y a de la culpabilité en se disant, j'ai fait ça, j'ai fait ci, ou mes parents ont fait. Chacun a fait du mieux qu'il pouvait avec ce qu'il était, quoi, avec son parcours de vie et avec, avec tout ce qu'on avait en notre possession à ce moment-là, quoi. Donc voilà, donc ouais, pour la blessure d'abandon, elle peut être créée de base, encore une fois, de manière
très très tôt et vient se réactualiser, comme tu disais, après en fait jusque dans la vie de couple, quoi. Où moi j'ai besoin d'être en fusion avec mon partenaire, mais lui comme il a la blessure de rejet et qu'il a besoin de fuir, et j'y trouve pas mon compte, donc je rejoue sans arrêt ma blessure. Donc Ouais, voilà. ouais. Tout à fait. Et donc, il y a la blessure aussi donc d'humiliation. Donc ça, moi, par exemple, j'ai un client, j'en parlais un peu tout à l'heure, qui a été beaucoup critiqué, humilié à l'école par ses camarades. Derrière, donc, manque de, comment dire, de confiance en lui. Et surtout, le masque derrière, c'est le masochisme en général avec l'humiliation. C'est-à-dire qu'on va aller vers des personnes qui, pareil, vont nous faire, on va rejouer en fait cette blessure. Donc, on va aller vers des gens qui vont nous humilier, nous critiquer. Alors, on fait ça bien sûr inconsciemment, encore une fois, mais parce qu'on pense que c'est ce qu'on mérite en fait, puisque c'est ce qu'on a connu, on pense que c'est ce qu'on mérite. Et du coup, on va aller inconsciemment vers des gens. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de masochisme. Des gens qui vont nous faire du mal, qui vont mal nous traiter, mal nous parler, etc. Donc, ça, c'est l'exemple de cette blessure-là d'humiliation. On a aussi celle de la trahison. Alors, c'est intéressant, j'ai une cliente, on pense que la trahison, c'est forcément qu'on a vécu, nous, une trahison. Ça peut aussi, d'ailleurs, être, par exemple, les parents, enfin, la mère ou le père qui ont vécu une trahison. Et nous, étant proche de ces figures d'autorité, on va aussi un peu comme récupérer cette blessure-là. Moi, j'ai une cliente, sa mère a été trompée par son père. Et elle, du coup, elle avait peur d'être trahie par son conjoint. Donc, on voit que ça peut aussi se transmettre, en fait, tout ça quand on est dans la proximité. Toutes ces blessures-là. Je reviens au masochisme. Encore une fois, enfin voilà, c'est vraiment tout ce qui va faire qu'on va se dire finalement qu'on ne mérite pas et se faire du mal soi-même dans toutes nos relations. C'est s'empêcher. Le masochisme, c'est parfois même s'empêcher avoir la croyance que, enfin voilà, qu'on ne mérite pas même de vivre, etc. Ça passe par l'autodestruction, d'accord. Donc ça peut être l'alimentation, ça peut être, enfin ça va très très loin dans ces blessures-là. Et encore une fois, le masochisme, dans la manière dont la blessure a été créée. Encore une fois, très tôt, cette blessure d'humiliation, c'est des choses qui pensent et tout. Ça y est. Oui, je disais que je pense que les lives sont maintenant limités à 1 heure parce que ça fait 1 heure pile poil. En tout moment, c'est connecté. Et du coup, c'est bien. Ça va nous challenger à être plus concis. On va terminer rapidement alors. On va terminer rapidement. Du coup, on t'avait commencé à évoquer la blessure de trahison et donc qui va amener derrière du contrôle. Moi, j'avais en tête tout simplement, en fait, la trahison, c'est souvent le mensonge. Encore une fois, alors je vais prendre l'exemple, j'en sais rien, d'un enfant qui n'a pas envie d'aller se coucher le soir, qui a peur d'aller se coucher, etc. Parce qu'il peut y avoir des terreurs, parce que tout ça. Et puis papa et maman qui disent non mais va te coucher, t'inquiète pas mon chéri, mon chéri ou ma chérie, on bouge pas, on est là, regarde, on est dans la salle, on bouge pas. Et l'enfant va se coucher et puis pour peu qu'il se relève la nuit et que papa et maman ne soient pas là, et ça peut créer. Alors encore une fois, il y a toujours de la vigilance, c'est-à-dire que les exemples qu'on apporte sont valables pour une personne, pour un enfant, pour un adulte, mais ne sont pas valables pour l'autre parce que nous sommes tous des entités différentes. Donc ça, c'est important aussi de le préciser. Mais en tout cas, voilà, une blessure de trahison, elle peut se créer comme ça sur un mensonge entre parenthèses qui n'en est pas un. C'est-à-dire que les parents, en effet, à 20h30, ils ont dit mais t'inquiète pas, va te coucher, on bouge pas, on est dans la salle. Sauf qu'à minuit, ils sont partis se coucher et que l'enfant se relève et qu'il n'y a pas papa et maman. D'accord? Donc derrière ça, je vais en déduire que en gros, le monde ment, que le monde, du coup, est un danger, etc. Et donc, je vais développer quoi? Beaucoup de contrôle. Je vais essayer de contrôler vachement mon monde de manière à ne pas avoir de mauvaises surprises, de manière à ne pas rejouer ma blessure de trahison. Oui, tout à fait.
ça donne des adultes souvent, bah, justement, par exemple, encore une fois, dans les relations, ça se voit beaucoup, hein, quand on est dans la jalousie, dans la non-confiance en l'autre, on est dans le contrôle permanent de ce qu'il fait. Il m'a dit ça, mais il a dit ça l'autre jour. Et voilà, on est dans le contrôle de ce que fait le partenaire. On n'a pas confiance, en fait. Donc, le contrôle, il se voit beaucoup ici. Dans les relations, il se voit beaucoup, bah, ça peut être au travail aussi, hein, on va être toujours dans le contrôle par peur vraiment qu'on nous, comme on dit, on nous fasse on nous mette un couteau dans le dos un petit peu. Donc voilà, ça se voit de la même manière dans tous les domaines de vie après le contrôle. Hein. On va être vraiment très vigilant, l'ultra-vigilance en fait. C'est juste que le couple est vraiment l'écosystème où quelque part nos blessures vont forcément on est à jour en fait, voilà. Ouais. On peut pas se cacher longtemps. Et du coup, oui. Et paradoxalement, c'est aussi là où on attend le plus de l'autre. Exactement. Parce qu'on c'est ça que ces blessures se rejouent. Tu vas rarement aller rejouer une blessure avec quelqu'un que tu croises et dont tu t'en moques particulièrement. Si tu te moques de la personne, quand je dis tu te moques, dans le sens où en fait, il n'y a pas de lien d'affect particulier. Alors, tu peux le rejouer. Tu peux quand même le rejouer, bien évidemment. Mais s'il n'y a pas d'impact émotionnel, c'est qu'il y a c'est ça, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'attente émotionnelle, justement. On ne rien émotionnellement parlant, c'est qu'il n'y a pas de blessure, en fait. C'est que ça glisse, c'est que c'est lisse, c'est que c'est OK. C'est ça. On cherche un petit peu à venir combler ces blessures inconsciemment avec un partenaire où il y a justement un enjeu émotionnel, sentimental. Parce que justement, on a été trahi, on a ressenti l'injustice au niveau du cœur et du coup, bah, dès qu'on a quelqu'un où il y a un enjeu du cœur, justement, bah, on va justement chercher à combler, à rectifier, à ajuster tout ça, tout ce qu'on a vécu pour pas le reproduire. Donc, pour ça que ça se voit beaucoup dans le milieu du couple. Ça, c'est bien. Je pense que rien que le couple à lui seul, ça mérite un sujet avec le couple, les amis, que ça parle tous les milieux, enfin voilà, toute la proximité, les enfants, enfin voilà, tout, de toute façon, et puis le milieu familial, enfin, tout est amené en fait à nous faire bosser sur nous, mais ça on verra après, mais tout est amené à nous faire bosser sur nous en fait. Après, encore une fois, enfin voilà, comment? Je parlais du couple parce que le plus souvent, même si tu as une blessure, là on parle de ça comme une problématique, mais là, le plus souvent, comme on a mal, on attribue à l'autre l'origine du problème. C'est sûr, c'est toujours la faute de l'autre. Toujours, voilà. Ouais, on va chercher à l'extérieur, ouais, toujours, justement. Ça, c'est aussi flagrant. Bah, ça montre aussi dans les indicatifs qu'on a une blessure, c'est que, voilà, on remet sur l'autre un peu soit les attentes, soit la culpabilité. Parce que nous, on veut pas aller voir à l'intérieur ce qui fait mal, donc on attend de l'autre qui nous montre la valeur, on attend de l'autre. Là, on est vraiment dans l'ego à ce moment-là, c'est-à-dire que l'ego n'a pas envie de dire que la problématique, elle vient de nous. Hein, c'est pas possible. C'est trop souffrant de se dire que c'est nous qui avons un problème. Donc, c'est beaucoup plus rassurant pour l'ego de se dire que finalement, c'est lui qui m'a fait du mal parce qu'il m'a dit ça, c'est lui. Et donc, du coup, de toujours remettre les choses dehors plutôt qu'à l'intérieur. Donc, ça, c'est juste pour terminer sur les blessures, peut-être justice. D'accord, la blessure d'injustice où là, en effet, on va avoir derrière, on va développer, enfin voilà, une forme de rigidité. Cette blessure d'injustice, en fait, hein, alors c'est pareil, il y a une chose à rappeler, c'est qu'on a toutes les blessures, d'accord, plus ou moins à plus ou moins grosse échelle, mais on a tous en nous toutes ces blessures, d'accord. Et donc l'injustice, c'est tout ce qui va venir nous activer de manière injuste, petit, parce que c'est moi qui me suis fait disputer alors que c'est mon frère qui a fait la bêtise, mais c'est mon petit frère, donc du coup c'est moi qui vais endurer, ou bien j'ai vu quelque chose d'injuste se faire, que ce soit dans le milieu scolaire, dans le milieu familial, peu importe. Et donc, du coup, je vais développer, je vais avoir cette blessure d'injustice. Et donc, ça, après, va se manifester de différentes manières. Ça peut être la blessure d'injustice, quelque chose qui s'active quand je vois, par exemple, quelqu'un qui se fait maltraiter. Ça va me mettre en
hyper-réaction. Quand je vois quelque chose d'injuste dans la rue, je suis incapable de ne pas réagir. Il y a souvent, en fait, derrière l'injustice, il y a souvent beaucoup de colère. Le fait de ne pas avoir réussi à faire quelque chose, ou on ne m'a pas autorisé à faire quelque chose quand j'étais petit. Mon frère ou ma soeur avait le droit, et puis moi, j'avais pas le droit. Donc, du coup, c'était injuste parce que j'avais les capacités. Et donc, derrière, ça, on va développer une forme en effet, de rigidité. Une forme de rigidité. Moi, ce que je vois des blessures d'injustice, je vois surtout beaucoup de colère derrière. Vraiment, l'émotion qui est très présente, c'est surtout beaucoup de colère et ce besoin un petit peu d'être le sauveur, quoi. D'être le protecteur et le sauveur quand il y a une blessure d'injustice. Toutes les personnes que j'accompagne, je les repère assez facilement quand il y a cette blessure d'injustice. J'ai envie de dire qu'ils sont tous comme ça avec leur cap et on y va, quoi. Enfin, faut y aller, donc ça me met en colère et c'est des tornades, quoi. C'est très souvent. Alors après, voilà, je dis pas que c'est la majeure des cas, mais en tout cas, souvent, je rencontre ça et il y a une énergie qui est très puissante derrière et qui peut être assez costaud. Et je rebondis pour dire que justement la blessure d'injustice, souvent elle vient couplée avec d'autres blessures parce que forcément la trahison, l'abandon, le rejet, c'est une injustice déjà en tant que telle. Donc déjà, forcément, si on a une blessure forte d'abandon, de rejet, on a aussi souvent une blessure d'injustice qui est très forte qui va en fait avec les autres blessures. Donc et au niveau de la rigidité, je le vois par exemple avec ma cliente justement qui a la blessure d'abandon. Elle est très rigide dans le sens où toujours dans sa relation de couple, elle accepte pas les changements. Dès que son conjoint il change quelque chose qui était prévu, c'est-à-dire il lui a dit je viens à telle heure, rien que le fait qu'il change en fait l'horaire, elle voit ça déjà comme une injustice en fait, parce qu'il y a un changement, donc tout de suite c'est qu'on on me respecte pas en tant que personne. Moi, ce qu'elle me dit souvent, c'est je me sens pas respectée par le fait qu'il change le programme en fait. Elle vit ça comme une injustice en fait. Donc c'est pour montrer à quel point on peut être rigide, que ce soit dans les horaires, dans les comportements, dans la façon de penser, on va être très rigide en fait, parce qu'on n'a pas envie de revivre une injustice tout simplement. Alors c'est là où encore une fois moi je mets toujours un peu de mesure, c'est-à-dire que derrière en effet ce que tu soulèves comme blessure d'injustice, derrière cette rigidité, n'oublions pas que derrière ça il y a encore une fois la blessure du petit enfant et pourquoi il y a cette rigidité, c'est parce que peut-être que c'est une comment dirais-je aussi l'énergie que l'enfant a pu introjecter de papa et de maman. Enfin, le sujet, on va pas rentrer dans ce sujet-là parce que ça fera peut-être l'œuvre d'une autre interview, mais n'oublions pas que dans nos modes de fonctionnement, dans nos mécanismes, il y a aussi les mécanismes de fonctionnement de papa et de maman. Donc, les modes défensifs de papa et de maman, etc. Donc, du coup, voilà, si je ressens en fait, en effet, une forme d'injustice, je peux être rigide, mais ça, je l'ai introjecté encore d'une autre, de quelqu'un d'autre, quoi. C'est un mode un mécanisme de défense qui vient d'ailleurs, encore une fois, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Il y a un mix de plein de choses. Il y a les croyances qu'on se crée soi-même, il y a ce qui nous est transmis aussi, que ce soit énergétiquement par le corps, une façon de faire, de penser. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, en fait. Bien Effectivement, il y a beaucoup cette transmission des parents qui est transmise par le corps, en fait, tout simplement. On en reparlera, mais certainement sur un autre sujet. Mais en effet, encore une fois, la manière dont les blessures sont créées et dont les mécanismes et dont notre mode de fonctionnement global. N'oublions pas le transgénérationnel, n'oublions pas le milieu intra-utérin, le fœtal, n'oublions pas toute l'énergie parce que derrière ça, il y a énormément d'énergie aussi qu'on prend pas en compte, mais l'énergie parentale, l'énergie familiale, etc. Il y a beaucoup de choses qui amènent finalement à la fois à ces blessures, mais surtout à nos mécanismes, à nos modes de fonctionnement. D'accord. Ouais, tout à fait, tout est lié. Et c'est pour ça que justement, pour faire lien avec les solutions, justement, selon les personnes, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est bien de travailler sur des choses complémentaires, sur l'énergétique, sur le corporel, sur le psyché, sur le mental, sur les émotions, avec justement tout ce qu'on a dit, les sophrologues, l'hypnose, enfin voilà. Après, chacun voit ce qui lui convient le mieux, mais c'est vrai que c'est bien de travailler, comme tu disais, à la fois sur le corps, sur l'esprit, sur le cœur, avec tout un tas d'expertise.
Alors différentes. moi, avant de donner en fait ces solutions, j'ai envie de dire qu'il y a déjà deux cas de figure. Soit on réalise en fait, parce que soit on réalise en fait, on se remet en question et en fait on réalise qu'on a des problématiques dans la vie, c'est-à-dire que ce soit au travail, à la maison, etc., qu'on reproduit toujours les mêmes choses. Je dis toujours encore une fois de manière différente, mais la vie est suffisamment bien faite pour nous servir en fait plat, agrémenté un peu différemment, c'est-à-dire que parfois ça va être des pâtes à la bolognaise, parfois ce sera des pâtes au pesto, parfois ce sera des lasagnes, mais quoi qu'il en soit, ça reste des pâtes. C'est-à-dire que la base est toujours la même. Donc soit on réalise en effet quand on en a marre de manger des pâtes et que il y a une problématique et donc là dans ces cas-là on peut bosser sur soi, soit on reste dans un mode de victimisation entre parenthèses. J'aime pas trop ce mode-là, mais ce truc de j'ai pas de chance, la terre entière m'en veut, de toute façon, c'est pas de ma faute. Donc, toujours remettre ça en dehors, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait de toujours mettre en dehors les choses. Et donc là, dans ces cas-là, il n'y aura pas de changement. Inévitablement, on restera dans la même sphère hein, et dans le même cercle, hein, qui n'est pas forcément vertueux. Soit en effet, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas et dans ces cas-là, on peut aller les travailler. Après, donc pour te rejoindre, Célia, soit on peut avoir envie de simplement apaiser, de se sentir mieux. Et donc, dans ces cas, on peut avoir des techniques qui vont permettre l'apaisement, qui vont permettre de pouvoir gérer, par exemple, l'émotionnel, etc., sans aller chercher le pourquoi. Donc là, on va plutôt être sur des techniques comme la sophro, comme la méditation, comme la relaxation, comme voilà, donc des techniques qui vont rester, j'ai envie de dire, superficielles. Soit on peut aller vraiment plus profondément et aller travailler en effet sur les croyances, aller travailler sur l'inconscient. Je vois que tu es en ligne, Carole, donc je pense à la kinésio. On en parlait ce matin. Donc je pense à la kinésio, je vais penser à la sophranalyse, je vais penser par exemple aussi à l'hypnose. Il peut y avoir aussi le coaching, selon la manière dont il est amené, encore une fois, s'il est travaillé dans le corporel, etc. Donc il y a plein de techniques aujourd'hui qui permettent, mais encore une fois, tout dépend de ce dont on a besoin et ce dont on a envie. Et je rajouterais donc oui, les étapes effectivement c'est déjà comment dire de s'observer et de prendre conscience c'est ce qu'on disait tout à l'heure de ce qu'on a en nous et puis après de décider effectivement de décider surtout c'est très important de prendre la décision parce que déjà rien que de décider on redevient un peu acteur de sa vie, on se dit ok qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste à stagner et à subir, surtout parce que ce qui revient souvent dans le discours des personnes, justement, qui ont une blessure, c'est qu'elles ont la sensation de subir leur vie, de subir leurs blessures, de subir leur passé, subir les événements traumatisants qu'elles ont vécus. Donc, c'est décider, est-ce que je décide de subir ou est-ce que je reprends le dessus, je me mets en action pour essayer de m'en sortir. Et comme autre, moi ce que je conseille beaucoup aussi, c'est de trouver des activités qui font sens aussi. Ça aide beaucoup à se détacher du mental, à se détacher de ces blessures du passé, c'est trouver des activités qui font sens, ramener la notion de plaisir, parce que souvent quand on est dans ces blessures, on est dans la rumination, on est dans l'anxiété, on se nourrit de ça en fait, comme une drogue. Et du coup, voilà, on voit pas la notion de plaisir autour. Donc, c'est rapporter du plaisir dans sa vie en se demandant tout simplement qu'est-ce qui me donne du plaisir, qu'est-ce qui me donne de la joie. Donc, ça peut être faire des activités qui ont du sens, de la danse, du sport. Ça peut être faire dans l'associatif. Souvent, moi, mes clientes, elles ont envie de s'impliquer, de s'engager dans des associations pour les femmes, pour les enfants, peu importe, quelque chose qui leur parle, justement, souvent c'est lié avec leurs blessures. Donc, ça fait un peu le contrepoids et ça leur permet de combler. Attention à ne pas nourrir les blessures. Excusez, c'est juste que là, on est dans la deuxième phase, on doit être un peu plus bref. Oui. Sinon, c'est la fin, ça y est, c'est bon. Moi, j'ai bien retenu qu'en gros, il faut déjà prendre conscience qu'on a des blessures, de les accepter, qu'on a une part de responsabilité là-dedans pour ne pas rester dans la victimisation tout le temps. Et du coup, maintenant, partant de là, il y a toute une diversité de professionnels. Ne pas rejeter surtout la faute sur l'autre, parce qu'au-delà de ça, c'est vraiment toujours cette notion de c'est toujours l'autre, d'accord? La jalousie, c'est l'autre. Là, ça, c'est l'autre. Tout est toujours l'autre. Tout à fait. C'est pour ça que je parlais de prendre ses responsabilités. Du coup,
coup, suivant maintenant qu'on a déjà accepté, qu'on a décidé, voilà, avec le professionnel, ça dépendra de quel est le niveau de travail qu'on veut faire en surface, en profondeur. Il y a les outils pour ça. Et il y a aussi un point important, je ne sais pas qui l'a noté, c'est que quelque part, on ne faut pas oublier que c'est toujours, guérir ses blessures, c'est un processus, il y a quand même de la souffrance. C'est-à-dire que c'est pas, il faut ça, je voudrais rappeler ça, c'est pas une balade où Non. voilà, et du coup, ce que tu as dit, c'est très pertinent, c'est que avoir quelque chose, un projet qui permet de canaliser l'attention, se focus, Mm. ça, c'est hyper important en fait, parce que Trouver les ça va, ressources. ça permet même de sublimer finalement la Mm. douleur, si je peux dire ça. Exactement, c'est ça, c'est en faire une force, hein. C'est un peu cliché de dire ça, mais en même temps, c'est vrai. On parle beaucoup de ça aujourd'hui, faire de ses blessures une force. Alors ça peut paraître un peu spirituel, mais on peut le mettre en pratique avec des actions, en s'engageant dans des choses qui nous redonnent du baume au cœur, qui nous font du bien, être dans le ressenti, dans le cœur, où il y a du sens, du plaisir. C'est important de développer tout ça quand on est dans les ruminations, dans son passé. Ça aide aussi à se projeter dans l'avenir aussi. Il y a, C'est très important. il y a un point qu'on n'a pas évoqué aussi, mais c'est surtout que toutes ces blessures et tout ce qu'on perçoit, c'est ce que je disais, je parlais tout à l'heure des projections, etc., tout ce qu'on projette sur l'autre. Quand, en effet, on voit telle personne, lui, il est comme ci, comme ça, ce sont des aspects de nous qu'on a rejetés. D'accord, par la blessure, parce que c'était trop souffrant, ce sont des aspects de nous qu'on a rejetés. Et donc, en effet, de venir se les réapproprier quand tu disais, Célia, de faire de nos blessures une force, c'est en fait, et c'est ce qu'on travaille aussi en thérapie, c'est d'apprendre finalement à recoller les morceaux qu'on a éparpillés partout de manière à pouvoir être un être complet et accompli. Et donc, ça passe en effet par, encore une fois, toujours les remarquer, ces blessures, mais en fait, arrêter de se rejeter parce que dans ces blessures, en fait, on se rejette nous-mêmes. Les Et c'est les blessures limitent notre liberté naturelle qu'on a. exactement, ouais, complètement. Essentiellement, c'est ça, c'est que les blessures, à cause des masques et des règles, des modes de fonctionnement défensif, on est moins libre. On s'empêche, on s'empêche d'accéder au bonheur, tout simplement. On s'empêche d'accéder à notre potentiel, à notre plein potentiel, parce qu'on se dit qu'on le mérite pas, en fait. On mérite pas de briller, on mérite pas de réussir dans tel domaine de vie. On s'autorise pas, en fait. Ces blessures, elles empêchent de s'autoriser à vivre, à être heureux, tout simplement. Donc, du coup, on stagne et on n'est pas soi-même. On est On n'est bridé. pas épanoui. Ouais, on est bridé, on n'est pas épanoui, voilà. On est morcelé. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment retenir qu'on est. Mais c'est vrai qu'on est morcelé, toujours par ces mêmes croyances, tout ce qu'on a éparpillé, tout ce qu'on a cru, penser, vivre, etc. On est complètement éparpillé, morcelé. L'idée, c'est vraiment de recoller ces morceaux et de pacifier en fait toutes ces croyances, des croyances du petit enfant. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ça, on l'a pas évoqué, mais à partir du moment où on est en réaction, la plupart du temps, c'est pas Aubin, Célia ou Aurore adulte. Non, non, c'est le petit enfant qui réagit. Parce que c'est le petit enfant qui a été blessé. D'accord? Donc, par les réactions qu'on peut avoir, quelles qu'elles soient et quelle que soit la situation, c'est parce que derrière ça, il y a un petit enfant qui est blessé et qui là se met en réaction parce qu'il est en train de revivre la blessure. D'accord? Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir aller déjà, j'ai envie de dire, discuter avec cet enfant, C'est savoir ça. un petit peu ce dont il a besoin, et puis recoller lui faire comprendre aussi que ce qu'il a cru, etc. C'était peut-être pas exactement ça. Donc ça, en effet, on a parlé des techniques et on peut réinformer de différentes manières, quoi. Exactement, oui. Et c'est ce que je travaille beaucoup aussi, ouais, sur ce qu'on appelle l'enfant intérieur, justement, d'aller reconnecter avec cet enfant et réinjecter des pensées plus positives, communiquer avec, parce qu'il est toujours en nous, en fait, même quand on est adulte. Et quand on réagit, en fait, souvent, c'est l'enfant qui réagit. Quand on se met en colère, etc., Bien sûr. nos émotions, souvent, elles viennent de notre enfant. Donc, c'est de venir l'apaiser, et, comme tu disais, avec différentes techniques de méditation ou autre, de venir lui parler, et de recréer un lien positif avec lui, en fait. OK. Merci à vous deux. Je pense que on a assez exploré le sujet qui n'est pas terminé de toute façon. Non, Il y a tellement de voir
qui peuvent nous permettre de nous égarer. Que dans le terrain, le sujet est assez vaste et intéressant. Donc, voilà, pour une première, on va peut-être arrêter là. Ouais. Et J'aimerais merci juste, déjà j'aimerais juste rajouter, si tu le permets, Aubin, que même en travaillant sur ces blessures, je pense que c'est important de le notifier. On guérit pas totalement de ces blessures, elles sont toujours en nous, mais on peut apprendre à vivre avec, en fait, à les pacifier et, comme on disait, à en faire quelque chose de fort pour créer des choses, que ce soit au niveau artistique, professionnel, dans sa vie en globalité, en fait. On peut en faire quelque chose de positif, mais elles disparaissent pas totalement, en fait. C'est important parce qu'il y a des gens qui se disent en travaillant, ça va partir totalement, je vais m'en débarrasser. Il y a des gens qui se disent je vais m'en débarrasser, mais c'est ce qui fait qu'on est nous aussi avec toutes ces parties de nous. On aura toujours ces parties de nous parce que c'est notre vie, notre histoire. Donc c'est important de se dire qu'il faut pas s'en débarrasser et accepter toutes les parties de nous aussi, même les plus sombres, et que ça crée notre unité. On est fait simplement fait de tout et de notre opposé, en fait. C'est ça. En sophroanalyse, on parle souvent des masques de l'ego. C'est-à-dire que derrière la gentille, il y a la méchante, que derrière la soumise, il y a l'insoumise, que derrière la calme, il y a la colérique, que derrière, d'accord, on est tout et son opposé. Et l'idée, c'est vraiment de réaccrocher avec les différentes parties, parce qu'il y a des parties de nous qu'on n'a absolument pas envie de voir, encore une fois à cause de ces blessures. Et donc, du coup, de venir vraiment réaccrocher toutes ces parties-là, de manière à se compléter et à être complet. Mais quoi qu'il en soit, en fait, alors bien évidemment qu'il y a des changements qui s'opèrent, mais on ne change jamais complètement. Voilà. On apprend à mieux se connaître et on apprend à évoluer, mais il n'y aura plus jamais, une personne qui travaille sur l'abandon, qui travaille sur la dépendance affective, je vais y arriver, fin de séance, sur la dépendance affective, il y aura toujours un lien à la dépendance affective. La personne ne sera pas plus jamais dépendante affective. C'est ça. On réajuste, en fait. Exactement. En fait, c'est une question de seuil, au final. C'est-à-dire que celui qui travaille sur ses blessures réduit sa sensibilité aux événements qui créent de la réaction. Parce que d'habitude, des événements qui créent de la réaction font que la réaction est tellement grande que ça conduit à un comportement qui est entre guillemets dysfonctionnel, qui n'est pas adapté, parce qu'on a une interprétation autre de la réalité. Alors que quand on réduit la blessure à un impact qui est normal, la réaction, elle est toujours là, mais elle est plus apaisée. Au lieu d'être sur 20, elle est sur 5, par exemple. Donc, on peut mieux gérer la chose. On peut mieux se rappeler que, là, c'est pas. Parce que le problème de l'intensité, c'est qu'on n'a même pas le temps de réfléchir. Oui, c'est ça. On est en pilotage automatique, on s'écoute pas, en fait. On rentre à tête baissée. Alors que quand on travaille, on se dit, ah oui, ok, là, c'est mon abandon qui est en train de me parler. Là, est-ce que je rentre dedans à pieds joints ou est-ce que je prends du recul? Et je me dis, ok, est-ce que là, il y a vraiment une raison d'avoir peur, d'être stressé, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à réajuster, en fait. Aurore, tu voulais. Non, mais j'allais citer un exemple. Enfin, moi, pour clore, j'allais citer un exemple par rapport au rejet. Donc, moi, c'est vraiment une blessure qui est très active chez moi et que je travaille depuis pas mal de temps maintenant. Et j'ai vécu le rejet par un groupe il y a pas longtemps. Donc, le rejet et le groupe, c'est vraiment des choses qui m'activent assez fréquemment. Et là, j'ai vécu le rejet d'un groupe il y a pas si longtemps que ça. Et c'est là où je me suis rendu compte que ça avait bien marché, c'est que j'ai senti à un moment le petit pic qui vient au cœur. Et en fait, très rapidement, ça s'est assoupli parce que je me suis dit, c'était juste ce rejet du groupe. Et je l'ai même pris avec le sourire et en rigolant. Et donc là, je me suis dit, à partir du moment où il commence à y avoir une forme de rire et d'humour, je me suis dit, ça y est, c'est que là, quand même, il y a des choses qui commencent vraiment à mieux se gérer. Donc, c'est ça qui est important. C'est important aussi de marquer derrière tout ce qui se passe, les changements qui opèrent. Et j'ai envie de dire de les fêter, de se féliciter
sécurité parce que en opérant tous ces changements, lorsqu'il y a un travail qui est fait, on se donne davantage d'amour. Et on en revient toujours à la même chose. La base de la blessure, c'est l'amour, c'est la blessure d'amour, c'est la rupture du lien d'amour. Et il y a une phrase que je répète souvent et que j'aime bien dire, c'est que n'oubliez pas que vous êtes la personne avec qui vous allez passer toute votre vie. Donc si vous devez bien quelque chose à une personne, c'est bien à vous. Essayez justement de se guérir, quoi, d'avancer, de se guérir, de mieux se connaître. Sur ces belles paroles. On va clore, on va y arriver. On aime trop y arriver. On va y arriver. Ah oui, il faut y arriver là. Et puis je vous souhaite en tout cas, déjà merci pour l'interview. Et puis, c'est tout. Ça y est. Oui, je disais que je pense que les lives sont maintenant limités à 1 heure parce que ça fait 1 heure pile poil. En tout moment, c'est connecté. Et du coup, ouais, c'est bien. Ça va nous challenger à être plus concis. Bon, on va terminer rapidement alors. On va terminer rapidement. Du coup, tu avais commencé à évoquer la blessure de trahison et donc qui va amener derrière du contrôle. Moi, j'avais en tête tout simplement, en fait, la trahison, c'est souvent le mensonge. Encore une fois, alors je vais prendre l'exemple, j'en sais rien, d'un enfant qui n'a pas envie d'aller se coucher le soir, qui a peur d'aller se coucher, etc. Parce que il peut y avoir des terreurs, parce que tout ça. Et puis papa et maman qui disent non mais va te coucher, t'inquiète pas mon chéri, mon chéri ou ma chérie, on bouge pas, on est là, regarde, on est dans la salle, on bouge pas. Et l'enfant va se coucher et puis pour peu qu'il se relève la nuit et que papa et maman ne soient pas là, et ça peut créer. Alors encore une fois, il y a toujours de la vigilance, c'est-à-dire que les exemples qu'on apporte sont valables pour une personne, pour un enfant, pour un adulte, mais ne sont pas valables pour l'autre parce que nous sommes tous des entités différentes. Donc ça, c'est important aussi de le préciser. Mais en tout cas, voilà, une blessure de trahison, elle peut se créer comme ça sur un mensonge entre parenthèses qui n'en est pas un. C'est-à-dire que les parents, en effet, à 20h30, ils ont dit mais t'inquiète pas, va te coucher, on bouge pas, on est dans la salle. Sauf qu'à minuit, ils sont partis se coucher et que l'enfant se relève et qu'il n'y a pas papa et maman. D'accord? Donc derrière ça, je vais en déduire que en gros, le monde ment, que le monde, du coup, est un danger, etc. Et donc, je vais développer quoi? Beaucoup de contrôle. Je vais essayer de contrôler vachement mon monde de manière à ne pas avoir de mauvaises surprises, de manière à ne pas rejouer ma blessure de trahison. Oui, tout à fait. Ça donne des adultes souvent, justement, par exemple, encore une fois, dans les relations, ça se voit beaucoup, hein, quand on est dans la jalousie, dans la non-confiance en l'autre, on est dans le contrôle permanent de ce qu'il fait. Il m'a dit ça, mais il a dit ça l'autre jour, et voilà, on est dans le contrôle de ce que fait le partenaire. On n'a pas confiance en fait. Donc le contrôle, il se voit beaucoup ici dans les relations, il se voit beaucoup. Ça peut être au travail aussi. On va être toujours dans le contrôle par peur vraiment qu'on nous, comme on dit, on nous fasse on nous mette un couteau dans le dos un petit peu. Donc voilà, ça se voit de la même manière dans tous les domaines de vie après le contrôle. Hein. On va être vraiment très vigilant, l'ultra vigilance en fait. C'est juste que le couple est vraiment l'écosystème où quelque part nos blessures vont forcément on est à jour en fait, voilà. On peut pas se cacher longtemps. Et du coup, et paradoxalement, c'est aussi là où on attend le plus de l'autre. Exactement. C'est pour ça que ces blessures se rejouent. Tu vas rarement aller rejouer une blessure avec quelqu'un que tu croises et dont tu t'en moques particulièrement. Si tu te moques de la personne, quand je dis tu te moques, dans le sens où en fait, il n'y a pas de lien d'affect particulier. Alors, tu peux le rejouer. Tu peux quand même le rejouer, bien évidemment. Mais s'il n'y a pas d'impact émotionnel, c'est qu'il y a c'est ça, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'attente émotionnelle, justement. On ne peut rien émotionnellement parlant, c'est qu'il n'y a pas de blessure, en fait. C'est que ça glisse, c'est que c'est lisse, c'est que c'est OK. C'est ça. On cherche un petit peu à venir combler ces blessures inconsciemment avec un partenaire où il y a justement un enjeu émotionnel, sentimental. Parce que justement, on a été
trahi, on a ressenti l'injustice au niveau du cœur et du coup, dès qu'on a quelqu'un où il y a un enjeu du cœur, justement, on va justement chercher à combler, à rectifier, à ajuster tout ça, tout ce qu'on a vécu pour pas le reproduire. Donc, pour ça que ça se voit beaucoup dans le milieu du couple. Ça, c'est bien. Je pense que rien que le couple à lui seul, ça mérite un sujet avec les blessures. Le couple, les Est-ce que amis, ça parle à tout le monde? enfin, tous les milieux, enfin voilà, toute la proximité, les enfants, enfin voilà, tout, de toute façon, et puis le milieu familial, enfin, tout est amené en fait à nous faire bosser sur nous, mais ça on verra après, mais tout est amené à nous faire bosser sur nous en fait. Je Après, parlais, encore une fois, enfin voilà, comment? je parlais du couple parce que le plus souvent, même si tu as une blessure, là on parle de ça comme une problématique, mais là, le plus souvent, comme on a mal, on attribue à l'autre l'origine Bien, du bien sûr, problème. c'est sûr, c'est toujours la faute de l'autre. Toujours, voilà. Ouais, on va chercher à l'extérieur, ouais, toujours, justement. Ça, c'est aussi flagrant. Ça montre aussi dans les indicatifs qu'on a une blessure, c'est que, voilà, on remet sur l'autre un peu soit les attentes, soit la culpabilité. Parce que nous, on veut pas aller voir à l'intérieur ce qui fait mal, donc on attend de l'autre qui nous montre Alors ça, la c'est valeur, on attend de l'autre. là, on est vraiment dans l'ego à ce moment-là, c'est-à-dire que l'ego n'a pas envie de dire que la problématique, elle vient de nous. Hein, Oui. c'est pas possible. C'est trop souffrant de se dire que c'est nous qui avons un problème. Donc, c'est beaucoup plus rassurant pour l'ego de se dire que finalement, ouais, c'est lui qui m'a fait du mal parce qu'il m'a dit ça, c'est lui. Et donc, du coup, de toujours remettre les choses dehors plutôt qu'à l'intérieur. Donc, ça, c'est juste pour terminer sur les blessures, peut-être justice. Ouais. D'accord, la blessure d'injustice, où là, en effet, on va avoir derrière, on va développer, enfin voilà, une forme de rigidité. Cette blessure d'injustice, en fait, hein, alors c'est pareil, il y a une chose à rappeler, c'est qu'on a tous, toutes les blessures, d'accord, plus ou moins à plus ou moins grosse échelle, mais on a tous en nous toutes ces blessures, d'accord. Et donc l'injustice, c'est tout ce qui va venir nous activer de manière injuste, petit, parce que c'est moi qui me suis fait disputer alors que c'est mon frère qui a fait la bêtise, mais c'est mon petit frère, donc du coup c'est moi qui vais endurer, ou bien j'ai vu quelque chose d'injuste se faire, que ce soit dans le milieu scolaire, dans le milieu familial, peu importe. Et donc, du coup, je vais développer, je vais avoir cette blessure d'injustice. Et donc, ça, après, va se manifester de différentes manières. Ça peut être la blessure d'injustice, quelque chose qui s'active quand je vois, par exemple, quelqu'un qui se fait maltraiter. Ça va me mettre en hyper-réaction. Quand je vois quelque chose d'injuste dans la rue, je suis incapable de ne pas réagir. Il y a souvent, en fait, derrière l'injustice, il y a souvent beaucoup de colère. Le fait de ne pas avoir réussi à faire quelque chose, on ne m'a pas autorisé à faire quelque chose quand j'étais petit. Mon frère ou ma soeur avait le droit et puis moi j'avais pas le droit, donc du coup c'était injuste parce que j'avais les capacités et donc derrière ça on va développer une forme en effet de rigidité, une forme de rigidité. Moi ce que je vois des blessures d'injustice, je vois surtout beaucoup de colère derrière, vraiment l'émotion qui est très présente, c'est surtout beaucoup de colère et ce besoin un petit peu d'être le sauveur, quoi, d'être le protecteur et le sauveur quand il y a une blessure d'injustice. Toutes les personnes que j'accompagne, je les repère assez facilement quand il y a cette blessure d'injustice. J'ai envie de dire qu'ils sont tous comme ça avec leur cap et on y va, quoi. Enfin, faut y aller, donc ça me met en colère et c'est des tornades, quoi. C'est très souvent, alors après, voilà, je dis pas que c'est la majeure des cas, mais en tout cas, souvent, je rencontre ça. Et il y a une énergie qui est très puissante derrière et qui peut être assez costaud. Et je rebondis pour dire que justement, la blessure d'injustice, souvent, elle vient couplée avec d'autres blessures parce que forcément, la trahison, l'abandon, le rejet, c'est une injustice déjà en tant que telle. Donc déjà, forcément, si on a une blessure forte d'abandon, de rejet, on a aussi souvent une blessure d'injustice qui est très forte qui va en fait avec les autres blessures. Donc, et au niveau de la rigidité, je le vois par exemple avec ma cliente justement qui a la blessure d'abandon. Elle est très rigide dans le sens où toujours dans sa relation de couple, elle accepte pas les changements. Dès que son conjoint il change quelque chose qui était prévu, c'est-à-dire il lui a dit je viens à telle heure, rien que le fait qu'il change en fait l'horaire,
Elle voit ça déjà comme une injustice, en fait, parce qu'il y a un changement, donc tout de suite, c'est qu'on ne me respecte pas en tant que personne. Moi, ce qu'elle me dit souvent, c'est je me sens pas respectée par le fait qu'il change le programme, en fait. Elle vit ça comme une injustice, en fait. Donc, Ouais. c'est pour montrer à quel point on peut être rigide, que ce soit dans les horaires, dans les comportements, dans la façon de penser, on va être très rigide, en fait, parce qu'on n'a pas envie de revivre une injustice, tout simplement. Alors c'est là où encore une fois, moi je mets toujours un peu de mesure, c'est-à-dire que derrière, en effet, ce que tu soulèves comme blessure d'injustice, derrière cette rigidité, n'oublions pas que derrière ça, il y a encore une fois la blessure du petit enfant. Et pourquoi il y a cette rigidité, c'est parce que peut-être que c'est comment dirais-je, aussi l'énergie que l'enfant a pu introjecter de papa et de maman. Enfin, le sujet, on va pas rentrer dans ce sujet-là parce que ça fera peut-être l'œuvre d'une autre interview, mais n'oublions pas que dans nos modes de fonctionnement, dans nos mécanismes, il y a aussi les mécanismes de fonctionnement de papa et de maman. Donc, les modes défensifs de papa et de maman, etc. Donc, du coup, voilà, si je ressens en fait, en effet, une forme d'injustice, eh ben, je peux être rigide, mais ça, je l'ai introjecté encore d'une autre, enfin de quelqu'un Oui, d'autre, quoi. C'est un mode ça peut être un ouais. mécanisme de défense qui vient d'ailleurs, encore une fois, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Il y a un mix de plein de choses. Il y a les croyances qu'on se crée soi-même, il y a ce qui nous est transmis aussi, que ce soit énergétiquement par le corps, une façon de faire, de penser. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, en fait. Bien sûr. Effectivement, il y a beaucoup cette transmission des parents qui est transmise par le Mm. corps, en fait, tout simplement. Non. On en reparlera, mais certainement sur un autre sujet, mais en effet, encore une fois, la manière dont les blessures sont créées et dont les mécanismes et dont notre mode de fonctionnement global, n'oublions pas le transgénérationnel, n'oublions pas le milieu intra-utérin, le fœtal, n'oublions pas toute l'énergie, parce que derrière ça, il y a énormément d'énergie aussi qu'on ne prend pas en compte, mais l'énergie parentale, l'énergie familiale, etc. Il y a beaucoup de choses qui amènent finalement à la fois à ces blessures, mais surtout à nos mécanismes, à nos modes de fonctionnement. D'accord? Ouais, tout à fait, tout est lié. Et c'est pour ça que justement, pour faire lien avec les solutions, justement, selon les personnes, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est bien de travailler sur des choses complémentaires, sur l'énergétique, sur le corporel, sur le psyché, sur le mental, sur les émotions, avec justement tout ce qu'on a dit, les sophrologues, l'hypnose, enfin voilà. Après, chacun voit ce qui lui convient le mieux, mais c'est vrai que c'est bien de travailler, comme tu disais, à la fois sur le corps, sur l'esprit, sur le cœur, avec tout un tas d'expertises Alors différentes. moi, avant de donner en fait ces solutions, j'ai envie de dire qu'il y a déjà deux cas de figure. Soit on réalise en fait, parce que soit on réalise en fait, on se remet en question et en fait on réalise qu'on a des problématiques dans la vie, c'est-à-dire que ce soit au travail, à la maison, etc., qu'on produit toujours les mêmes choses. Je dis toujours encore une fois de manière différente, mais la vie est suffisamment bien faite pour nous servir en fait plat, agrémenté un peu différemment, c'est-à-dire parfois ça va être des pâtes à la bolognaise, parfois ce sera des pâtes au pesto, parfois ce sera des lasagnes, mais quoi qu'il en soit, ça reste des pâtes. C'est-à-dire que la base est toujours la même. Donc soit on réalise en effet quand on en a marre de manger des pâtes et que il y a une problématique et donc là dans ces cas-là on peut bosser sur soi, soit on reste dans un mode de victimisation entre parenthèses. J'aime pas trop ce mode-là, mais ce truc de j'ai pas de chance, la terre entière m'en veut, de toute façon, c'est pas de ma faute. Donc, toujours remettre ça en dehors, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait de toujours mettre en dehors les choses. Et donc là, dans ces cas-là, il n'y aura pas de changement. Inévitablement, on restera dans la même sphère hein, et dans le même cercle hein, qui n'est pas forcément vertueux. Soit en effet, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas et dans ces cas-là, on peut aller les travailler. Après, donc pour te rejoindre, Célia, soit on peut avoir envie de simplement apaiser, de se sentir mieux. Et donc, dans ces cas, on peut avoir des techniques qui vont permettre l'apaisement, qui vont permettre de pouvoir gérer, par exemple, l'émotionnel, etc., sans aller chercher le pourquoi. Donc là, on va plutôt être sur des techniques comme la sophro, comme la méditation, comme la relaxation, comme voilà, des techniques qui vont rester, j'ai envie de dire, superficielles. Soit on peut aller vraiment plus profondément et aller travailler en effet sur les croyances, aller travailler sur l'inconscient. Je vois que tu es en ligne, Carole, donc je pense à la kinésio.
on en parlait ce matin. Donc, je pense à la kinésio, je vais penser à la sophranalyse, je vais penser, par exemple, aussi à l'hypnose. Il peut y avoir aussi le coaching, selon la manière dont il est amené, encore une fois, s'il est travaillé dans le corporel, etc. Donc, il y a plein de techniques aujourd'hui qui permettent, mais encore une fois, tout dépend de ce dont on a besoin et ce dont on a envie. Et je rajouterais donc oui, les étapes effectivement c'est déjà comment dire de s'observer et de prendre conscience c'est ce qu'on disait tout à l'heure de ce qu'on a en nous et puis après de décider effectivement de décider surtout c'est très important de prendre la décision parce que déjà rien que de décider on redevient un peu acteur de sa vie, on se dit ok qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste comment dire à stagner, à subir surtout parce que ce qui revient souvent dans le discours des personnes justement qui ont une blessure, c'est qu'elles ont la sensation de subir leur vie, de subir leurs blessures, de subir leur passé, subir les événements traumatisants qu'elles ont vécus. Donc c'est décider est-ce que je décide de subir ou est-ce que je reprends le dessus, je me mets en action pour essayer de m'en sortir. Et comme autre moi, ce que je conseille beaucoup aussi, c'est de trouver des activités qui font sens aussi. Ça aide beaucoup à se détacher du mental, à se détacher de ses blessures du passé. C'est trouver des activités qui font sens. Ramener la notion de plaisir, parce que souvent, quand on est dans ces blessures, on est dans la rumination, on est dans l'anxiété, on se nourrit de ça, en fait, comme une drogue. Et du coup, voilà, on voit pas la notion de plaisir autour. Donc, c'est rapporter du plaisir dans sa vie en se demandant tout simplement qu'est-ce qui me donne du plaisir, qu'est-ce qui me donne de la joie. Donc, ça peut être faire des activités qui ont du sens, de la danse, du sport. Ça peut être faire dans l'associatif. Souvent, moi, mes clientes, elles ont envie de s'impliquer, de s'engager dans des associations. Voilà, pour les femmes, pour les enfants, peu importe, quelque chose qui leur parle, justement, souvent c'est lié avec leurs blessures. Donc, ça fait un peu le contrepoids et ça leur permet de combler, Après, attention à ne pas Allez, les blessures. excusez, c'est juste que là, on est dans la deuxième phase, on doit être un peu plus bref. Oui. Sinon, on risque C'est de la faire fin, c'est la fin, ça y est, c'est bon. C'est la On a... Moi, j'ai bien retenu qu'en gros, il faut déjà prendre conscience qu'on a des blessures, de les accepter, qu'on a une part de responsabilité là-dedans pour ne pas rester dans la victimisation tout le temps. Et du coup, maintenant, partant de là, il y a toute une diversité de professionnels. Ils sont à notre Ne pas rejeter surtout la faute sur l'autre, parce qu'au-delà de ça, c'est vraiment toujours cette notion de c'est toujours l'autre, d'accord? La jalousie, c'est l'autre. Là, ça, c'est l'autre. Tout est toujours l'autre. Tout à fait. C'est pour ça que je parlais de prendre ses responsabilités. Du coup, suivant maintenant qu'on a déjà accepté, qu'on a décidé, voilà, avec le professionnel, ça dépendra de quel est le niveau de travail qu'on veut faire en surface, en profondeur. Il y a des outils pour ça. Et il y a aussi un point important, je ne sais pas qui l'a noté, c'est que quelque part, on ne faut pas oublier que c'est toujours, guérir ses blessures, c'est un processus, il y a quand même de la souffrance. C'est-à-dire que c'est pas, je voudrais rappeler ça, c'est pas une balade. Ou voilà. Et du coup, ce que tu as dit, c'est très pertinent, c'est que avoir quelque chose, un projet qui permet de canaliser l'attention, ce focus, ça, c'est hyper important en fait. Parce que ça permet même de sublimer finalement la douleur. Exactement, c'est ça. C'est en faire une force. Hein. C'est un peu cliché de dire ça, mais en même temps, c'est vrai. On parle beaucoup de ça aujourd'hui, faire de ses blessures une force. Alors, ça peut paraître un peu spirituel, mais on peut le mettre en pratique avec des actions, en s'engageant dans des choses qui nous redonnent du baume au cœur, qui nous font du bien, être dans le ressenti, dans le cœur, où il y a du sens, du plaisir. C'est important de développer tout ça quand on est dans les ruminations, dans son passé. Ça aide aussi à se projeter dans l'avenir aussi. C'est très important. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué aussi, mais c'est surtout que toutes ces blessures et tout ce qu'on perçoit, c'est ce que je disais, je parlais tout à l'heure des projections, etc., tout ce qu'on projette sur l'autre. Quand, en effet, on voit telle personne, lui, il est comme ci, comme ci, comme ça, ce sont des aspects de nous qu'on a rejetés. D'accord, par la blessure, parce que c'était trop souffrant, ce sont des aspects de nous qu'on a rejetés. Et donc, en effet, de venir se les réapproprier quand tu disais, Célia, de faire de nos blessures une force, c'est en fait, et c'est ce qu'on travaille aussi en thérapie, c'est d'apprendre finalement à recoller
les morceaux qu'on a éparpillés partout de manière à pouvoir être un être complet et accompli. Et donc, ça passe en effet par, encore une fois, toujours les remarquer, ces blessures, mais en fait, arrêter de se rejeter parce que dans ces blessures, en fait, on se rejette nous-mêmes. Les Et c'est les blessures limitent notre liberté naturelle qu'on a. exactement, ouais, complètement. Essentiellement, c'est ça, c'est que les blessures, à cause des masques et des règles, des modes de fonctionnement défensif, on est moins On va libre. partir sur- On s'empêche d'accéder au bonheur, tout simplement. On s'empêche d'accéder à notre potentiel, à notre plein potentiel, parce Oui. qu'on se dit qu'on ne le mérite pas, en fait. On ne mérite pas de briller, on ne mérite pas de réussir dans tel domaine de vie. On s'autorise pas, en fait. Ces blessures, elles empêchent de s'autoriser à vivre, à être heureux, tout simplement. Donc, du coup, on stagne et on n'est pas soi-même. On est On n'est bridé. pas épanoui. Ouais, on est bridé, on n'est pas épanoui, voilà. On est morcelé. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment retenir qu'on est. Mais c'est vrai hein, qu'on est morcelé, toujours par ces mêmes croyances, tout ce qu'on a éparpillé, tout ce qu'on a cru, penser, vivre, etc. On est complètement éparpillé, morcelé. L'idée, c'est vraiment de recoller ces morceaux et de pacifier en fait toutes ces croyances, des croyances du petit enfant. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ça, on l'a pas évoqué, mais à partir du moment où on est en réaction, la plupart du temps, c'est pas Aubin, Célia ou Aurore adulte. Non, non, c'est le petit enfant qui réagit. Parce que c'est le petit enfant qui a été blessé. D'accord? Donc, parfois, les réactions qu'on peut avoir, quelles qu'elles soient et quelle que soit la situation, c'est parce que derrière ça, il y a un petit enfant qui est blessé et qui, là, se met en réaction parce qu'il est en train de revivre la blessure. D'accord? Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir aller déjà, j'ai envie de dire, discuter avec cet enfant, C'est ça. savoir un petit peu ce dont il a besoin, et puis recoller lui faire comprendre aussi que ce qu'il a cru, etc. C'était peut-être pas exactement ça. Donc ça, en effet, on a parlé des techniques et on peut réinformer de différentes manières, quoi. Exactement, oui. Et c'est ce que je travaille beaucoup aussi, ouais, sur ce qu'on appelle l'enfant intérieur, justement, d'aller reconnecter avec cet enfant et réinjecter des pensées plus positives, communiquer avec, parce qu'il est toujours en nous, en fait, même quand on est adulte. Et quand on réagit, en fait, souvent, c'est l'enfant qui réagit. Quand on se met en colère, etc., Bien sûr. nos émotions, souvent, elles viennent de notre enfant. Donc, c'est de venir l'apaiser, et, comme tu disais, avec différentes techniques de méditation ou autre, de venir lui parler, de recréer un lien positif avec lui, en fait. OK. Merci à vous deux. Je pense que on a assez exploré le sujet qui n'est pas terminé de toute façon. Non, Il y a tellement de voir qui peut nous permettre de nous égarer que dans le terrain, le sujet est assez vaste et intéressant. Donc voilà, pour une première, on va peut-être arrêter là. Ouais. Et J'aimerais merci juste rajouter, si tu le permets, Aubin, que même en travaillant sur ces blessures, je pense que c'est important de le notifier, on guérit pas totalement de ces blessures, elles sont toujours en nous, mais on peut apprendre à vivre avec, en fait, à les pacifier et, comme on disait, à en faire quelque chose de fort pour créer des choses, que ce soit au niveau artistique, professionnel, dans sa vie en globalité, en fait. On peut en faire quelque chose de positif, mais elles disparaissent pas totalement, en fait. C'est important parce qu'il y a des gens qui se disent en travaillant, ça va partir totalement, je vais m'en débarrasser. Il y a des gens qui se disent je vais m'en débarrasser, mais c'est ce qui fait qu'on est nous aussi avec toutes ces parties de nous. On aura toujours ces parties de nous parce que c'est notre vie, notre histoire. Donc c'est important de se dire qu'il faut pas s'en débarrasser et accepter toutes les parties de nous aussi, même les plus sombres, et que ça crée notre unité. On est fait simplement fait de tout et de notre opposé, en fait. C'est ça. En sophroanalyse, on parle souvent des masques de l'ego. C'est-à-dire que derrière la gentille, il y a la méchante, que derrière la soumise, il y a l'insoumise, que derrière la calme, il y a la colérique, que derrière, d'accord, on est tout et son opposé. Et l'idée, c'est vraiment de réaccrocher avec les différentes parties, parce qu'il y a des parties de nous qu'on n'a absolument pas envie de voir, encore une fois à cause de ces blessures, et donc du coup de venir vraiment réaccrocher toutes ces parties-là de manière à se compléter et à être C'est ça. complet. Mais quoi qu'il en soit, en fait, on
Alors, bien évidemment qu'il y a des changements qui s'opèrent, hein, mais, Il y a pas de on ne change jamais Voilà, complètement. On c'est ça. apprend à mieux se connaître et on apprend à évoluer, mais il y aura plus jamais, enfin, une personne qui travaille sur l'abandon, qui travaille sur la dépendance affective, pardon, je vais y arriver, fin de séance, sur la dépendance affective, il y aura toujours un lien à la dépendance affective. Bah Clairement, oui, la personne ne sera pas plus jamais dépendante c'est ça. affective. Oh, C'est ça. On euh, réajuste, en fait. Ouais. Exactement. En voilà. fait, ça reste une question de, c'est une question de seuil, au final. C'est-à-dire que celui qui travaille sur ses blessures réduit sa sensibilité aux événements qui créent de la réaction. Parce que C'est ça. d'habitude, des événements qui créent de la réaction font que la réaction est tellement grande que ça conduit à un comportement qui est, entre guillemets, dysfonctionnel, qui n'est pas adapté, parce qu'on a une interprétation autre de la réalité. Alors que quand on réduit la blessure à un impact qui est normal, la réaction, elle est toujours là, mais elle est plus apaisée. Au lieu d'être sur 20, elle est sur 5, par exemple. Donc, on peut mieux gérer la chose. On peut mieux se rappeler que, là, c'est pas. Parce que le problème de l'intensité, c'est qu'on n'a même pas le temps de réfléchir. Oui, Ça va trop. c'est ça. On est en pilotage automatique, on s'écoute pas, en fait. On rentre à tête baissée. Alors que quand on travaille, on se dit, ah oui, ok, là, c'est mon abandon qui est en train de me parler. Là, est-ce que je rentre dedans à pieds joints ou est-ce que je prends du recul? Et je me dis, ok, est-ce que là, il y a vraiment une raison d'avoir peur, d'être stressé, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à réajuster, en fait. Aurore, tu voulais. Non, mais j'allais citer un exemple, enfin moi pour clore, j'allais citer un exemple par rapport au rejet. Donc moi c'est vraiment une blessure qui est très active chez moi et que je travaille depuis pas mal de temps maintenant. Et j'ai vécu le rejet par un groupe il y a pas longtemps. Donc le rejet et le groupe, c'est vraiment des choses qui m'activent assez fréquemment. Et là j'ai vécu le rejet d'un groupe il y a pas si longtemps que ça. Et c'est là où je me suis rendu compte que ça avait bien marché, c'est que j'ai senti à un moment le petit pic qui vient au cœur. Et en fait, très rapidement, ça s'est assoupli parce que je me suis dit, c'était juste ce rejet du groupe. Et je l'ai même pris avec le sourire et en rigolant. Et donc là, je me suis dit, à partir du moment où il commence à y avoir une forme de rire et d'humour, je me suis dit, ça y est, c'est que là, quand même, il y a des choses qui commencent vraiment à mieux se gérer. Donc, c'est ça qui est important. C'est important aussi de marquer derrière tout ce qui se passe, les changements qui opèrent. Et j'ai envie de dire de les fêter, de se féliciter, parce que en opérant tous ces changements, lorsqu'il y a un travail qui est fait, on se donne davantage d'amour. Et on en revient toujours à la même chose. La base de la blessure, c'est l'amour, c'est la blessure d'amour, c'est la rupture du lien d'amour. Et il y a une phrase que je répète souvent et que j'aime bien dire, c'est que n'oubliez pas que vous êtes la personne avec qui vous allez passer toute votre vie. Donc si vous devez bien quelque chose à une personne, c'est bien à vous. Essayez justement de se guérir, quoi, d'avancer, de se guérir, de mieux se connaître. Sur ces belles paroles. On va clore, on va y arriver. On aime trop y arriver. Ah oui, il faut y arriver là. Et puis je vous souhaite en tout cas, je vous dis merci pour l'interview et puis